Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, c'est-à-dire que j'aide mes clients à comprendre et libérer leur relation à l'argent pour créer plus de richesse dans tous les domaines de leur vie. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo, dont l'ambition est de provoquer les conversations les plus profondes et les plus authentiques à propos de l'argent, chez vous, au bureau, entre amis, en famille, dans votre couple, sans jargon et surtout sans tabou. Je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent, ce qui coince pour vous, ce qui vous donne l'impression de stagner, de manquer, de vous limiter, et je vous partage les clés pour transformer votre vie comme j'ai transformé la mienne et celle de milliers de personnes maintenant. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, des partages plus personnels, pour assister à des lives aussi, avec des invités notamment, pour des revues de lecture, et évidemment pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Cet épisode a une place particulière dans mon cœur parce que je reçois un homme que j'apprécie énormément pour ses idées, ses valeurs et son courage politique. Il s'agit de Benoît Hamon que j'ai invité à une discussion à propos du revenu universel. Vous connaissez forcément Benoît Hamon, il a commencé très tôt son engagement politique au sein du mouvement des jeunes socialistes. Il est devenu député européen en 2004, porte-parole du PS en 2009, député en 2012, la même année il rentre au gouvernement. Il sera successivement ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation, puis ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, jusqu'en 2014. Il devient candidat à l'élection présidentielle de 2017 en gagnant la primaire socialiste. Il a fait campagne sur des thèmes à contre-courant des thèmes classiques de campagne. Souvenez-vous, le revenu universel, la reconnaissance du burn-out et des perturbateurs endocriniens. Beaucoup d'écologie également, la légalisation du cannabis, la taxe sur les robots ou encore les visas humanitaires pour les réfugiés. Peut-être d'ailleurs trop à contre-courant puisqu'il n'arrivera qu'en 5e position au premier tour de cette élection. Depuis septembre 2021, il s'est retiré de la vie politique et dirige désormais l'ONG Singa, qui œuvre pour l'accueil des réfugiés et des migrants partout en Europe. Pourquoi un tel épisode sur le revenu universel ? Parce qu'à mon sens, le débat n'est pas terminé. Le revenu universel, est-ce une utopie ou, au contraire, la solution la plus innovante de notre époque aux problèmes du moment ? La pauvreté ? La diminution quasi certaine du nombre d'emplois dans le monde, la pénibilité au travail, le rapport de force déséquilibré dans l'entreprise, la complexité administrative, l'assistanat, la dégradation de la santé au travail. Dans quelle mesure peut-on financer un revenu universel, projet aussi ambitieux pour une société moderne ? Doit-on s'attendre à voir les gens massivement arrêter de travailler quand on leur versera un revenu de base ? Le revenu universel va-t-il déséquilibrer le marché de l'emploi à la faveur des salariés ou des employeurs ? Un tel système est-il tenable dans une économie mondialisée ? Quels principes sous-tendent une telle idée ? Et enfin, la question qui m'a brûlé les lèvres et que je n'ai pas pu m'empêcher de lui poser, le revenu universel avait-il vraiment une chance de l'emporter en 2017 ? Je suis heureuse de vous offrir cette conversation dans laquelle j'ai aimé prendre de la hauteur, surtout en ce moment. Je trouve que c'est le parfait moment pour sortir cet épisode, alors que nous sommes à moins de 2 mois de l'élection présidentielle en France et qu'à mon sens, le débat d'idées est loin d'être aussi qualitatif qu'en 2017. Sur ce, ça y est, c'est dit. Sur ce, je vous laisse en notre compagnie. Bonjour Benoît. Bonjour. Bon, déjà, je suis hyper intimidée. On s'est mis d'accord sur le tutoiement, mais je suis sûre que je vais laisser passer quelques vous dans la conversation. Ce sera pas grave. Tu me reprends, hein. Super. Bon, je suis très contente de te recevoir. Tu sais que, non, tu le sais pas, mais je vais le dire aux auditeurs et je vais te le dire à toi, mais c'était un de mes objectifs pour 2022. Donc déjà atteint. Exactement, au mois de mars, donc j'avais interviewé Benoît Hamon. Il y avait 2 personnes comme ça que je voulais absolument avoir sur le podcast, qui en fait partie. Donc, Quelle est la deuxième ? David Laroche, qui est coach et que je pense que et qui est en train, je croise les doigts, mais normalement, il devrait me répondre positivement aussi. Donc, en tout cas, donc ça 100%. Exactement, sur le podcast. Et en préparant cet épisode, je me suis dit, je veux vraiment que cet épisode, ce soit comme l'anti-sèche de tous les lycéens et collégiens qui devront faire des exposés sur le revenu universel, qui auront juste à écouter notre conversation et qui auront toute la quintessence de ce sujet magnifique, ça, et Wikipédia, évidemment, qui marche très bien pour les exposés. Comment ça va ?
Super. Parce que l'actualité est chargée. Donc, je l'ai dit en intro aux auditeurs, mais donc tu as quitté la vie politique en septembre dernier, c'est ça ? Exactement. Exactement. Donc aujourd'hui, tu te préoccupes tu diriges une ONG qui s'occupe des migrants et des réfugiés. Et donc du coup, voilà pourquoi je te demande si ça va, l'actualité. Oui, on a du travail. On avait déjà beaucoup de travail, mais la guerre en Ukraine crée des besoins supplémentaires et assez considérables, puisque ce sont des millions de personnes qui ont été mises sur la route de l'exil et dont une grande part d'entre elles arrivent en France, mais comme de toute façon Singa, l'ONG que je dirige, est une ONG européenne, on intervient évidemment dans d'autres pays. Et on étend d'ailleurs notre zone d'intervention désormais aux pays frontaliers de l'Ukraine sur un programme qui s'appelle J'accueille en France, j'en profite. Tu fais bien. Qui propose des hébergements citoyens sur des périodes de 3 mois à 1 an pour des personnes réfugiées. C'est un programme assez exigeant. Mais qui marche bien, avec d'abord beaucoup de générosité ou d'engagement de citoyens qui veulent héberger, et puis de notre part, évidemment, beaucoup de suivi pour que ces cohabitations se passent bien et qu'elles soient inclusives au bénéfice des personnes réfugiées, mais aussi de ceux qui accueillent. Voilà, c'est dit, donc j'accueille.fr. Absolument. Je me suis dit que je terminerais par là et en fait j'ai commencé par là, donc c'est formidable. Bien. Bon, on va pas parler, même si c'est lourd dans l'actualité, mais nous on va revenir à un autre sujet qui était au cœur d'une certaine actualité, mais finalement qui est revenu aussi sur le devant de la scène avec le Covid et surtout dans les premiers temps. Donc on va parler du revenu universel. Revenu de base, revenu d'existence, il y a plein de termes pour le définir. Et avant d'en parler, moi, ce que je fais toujours avec mes invités, c'est que on connaît l'homme politique, on connaît le combat, surtout les idées que tu as défendues pendant la dernière campagne. Mais moi, j'ai envie aussi qu'on comprenne un petit peu, qu'on remonte à l'origine de Benoît. Où est-ce que tu as grandi, dans quel contexte? Et puis, je pose toujours des questions d'argent à mes invités. Donc, tu as grandi, ton père était ingénieur, ta mère était secrétaire, c'est ça? Tu es né dans les années 60? Ouais, 67. 67. Et avant de faire... Et quand tu étais jeune, la question que je me pose, c'est comment d'où tu viens, où tu as grandi et comment l'argent, en fait, était un sujet dans ta famille. Est-ce que ça en était un ou pas? C'était pas vraiment... si, l'argent de poche quand j'étais môme, mais... D'abord, moi, mon papa a commencé apprenti, puis ouvrier à l'Arsenal de Brest, c'est-à-dire où on construit des bateaux militaires, et a fini au taquet, c'est-à-dire au maximum de la promotion à laquelle il pouvait aspirer à travers les concours internes dans ce qu'on appelait la fonction publique d'État, les ouvriers d'État. Il est devenu effectivement ingénieur technicien, c'est-à-dire il était devenu chef, quoi. Et c'était un joli parcours à l'intérieur du même environnement, qui était un environnement industriel, ouvrier, populaire, à Brest. Mais il a eu la chance d'être qu'on lui propose une coopération en Afrique, au Sénégal. Ce qui fait que j'ai grandi à la fois à Brest au départ, où il était ouvrier d'État, technicien, puis ensuite il a fait une formation en région parisienne, du côté, je crois, de Villejuif, où on est monté en Kremlin-Bicêtre pendant 5 ans, pour qu'il devienne là, qu'il monte un peu en compétences, et là on lui a proposé cette coopération, et à 8 ans je suis parti au Sénégal avec ma famille, et à Dakar, et où on a grandi, où j'ai passé la fin de mon enfance et le début de mon adolescence. Et ensuite, on est revenu encore à Brest. Ma maman, elle travaillait pas à cette époque-là. Elle a été secrétaire ensuite, plus tard. Et la question de l'argent... Tu avais combien de frères et sœurs? On était 3, on est 4, parce que j'ai un demi-frère depuis, puisque mes parents se sont séparés, que ma maman a fait un autre petit garçon. Donc on est 4, frères et sœurs, et... on va dire, on appartient à la classe moyenne.
classique, tout ce qu'il y a de plus classique. Tes parents étaient plutôt économes ou Oui, assez économe, parce qu'ils venaient tous les deux de milieux très modestes, paysans pour mon papa et de milieu ouvrier pour ma maman, et où pour le coup il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et donc ils étaient assez économes, assez épargnants, et on n'a jamais eu un rapport à l'argent très dispendieux. Mais du coup, ça nous a mis à l'abri, nous, les enfants. C'est-à-dire qu'on n'avait pas... parce qu'ils étaient économes, en fait, on n'a jamais, nous, souffert de la faim, pour commencer, et on avait des besoins qui étaient des besoins de gamins ou d'adolescents de notre époque. Vous partiez en vacances ? Oui, en colo. Moi, j'ai fait beaucoup de colo. Et en fait, quand on partait en vacances, c'était dans le cadre des programmes... de la mairie ? Non, pas de la mairie, justement de l'Arsenal. Avec la GMF, avec la mutuelle des fonctionnaires. On a fait... Donc nous, on a fait beaucoup ce qu'on appelait les mouvements d'éducation populaire. En fait, et tous les programmes qui étaient des programmes collectifs. Mais qui sont que des bons souvenirs. Vraiment que des bons souvenirs. Moi, je suis très, très, très partisan des colonies de vacances. Comme un moyen de socialisation, d'ouverture, d'épanouissement. Je pense que honnêtement, c'est que des premiers souvenirs, des premiers baisers, des premiers émois amoureux, les colos, pour ça. On remplit sa besace d'émotions. Donc non, c'est plutôt des bons souvenirs. En gros, oui, enfance et adolescence plutôt heureuse, pas dans le luxe, pas du tout, mais comme des millions et des millions de Français. Voilà. Et ta culture financière ou budgétaire, est-ce que tu t'en es fait une depuis ? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu quand tu étais jeune ? Est-ce que tu voyais tes parents faire des budgets ? Est-ce que c'était quelque chose qui t'intéressait ? Ou est-ce que c'est venu plus tard ? Est-ce que c'est venu tout court de t'intéresser à ces choses-là et de te former aux basiques de l'éducation financière, qui est moi, mon sujet, et ça m'intéresse en plus, tu vois, ayant été à des responsabilités importantes au niveau de l'État, de comprendre comment tu t'es fait ta propre culture financière. Écoute, si je vais séparer deux choses. Séparer ce qui relève de l'action publique, dans laquelle j'ai été impliqué en étant ministre, voire même quand on n'est pas directement aux responsabilités dans la réflexion qu'on a sur l'argent public et la façon dont on se projette dans l'utilisation de l'argent public, dans l'investissement, dans l'impact que peut avoir l'investissement sur le PIB, les effets différés de tel ou tel choix sur les finances publiques, sur les finances des ménages. Bref, je me suis construit en tout cas une culture économique financière sans avoir forcément de formation initiale d'ailleurs qui prépare à cela, mais d'ailleurs elle est absolument pas indispensable. On est parfaitement capable de penser des politiques publiques et de se doter d'une culture économique suffisante pour pouvoir faire des choix. Il n'y a pas de... être ministre, c'est pas réservé à un certain type de CV, contrairement d'ailleurs à un peu ce qui se passe aujourd'hui, où on prétend qu'il faut un CV en adéquation avec le poste. Avec la fonction. La réalité, c'est que le ministre, il est là pour prendre des décisions en fonction d'arbitrages qui sont rendus, peuvent être des arbitrages budgétaires, mais qui sont aussi des arbitrages sur cette mesure va-t-elle faire baisser la pauvreté, cette mesure va-t-elle avoir un impact positif sur la santé, cette mesure va-t-elle éloigner les gens des services publics, peu importe, je sais pas, mais c'est pas juste un arbitrage budgétaire. Donc, d'ailleurs, il faut que ce ne soit pas qu'un arbitrage budgétaire. Et après, ma culture personnelle, elle est différente. On va dire que je suis pas un épargnant forcené. C'est-à-dire que je considère que même si évidemment j'ai le souci dès lors que je suis papa de penser à mes enfants, mais je suis plutôt dans une culture qui est d'utiliser l'argent que je gagne et qu'on gagne. Dans la circulation de l'argent. Et donc,
Donc voilà, et pas, et d'ailleurs, si je dois être plus précis, pas dans le fait, j'ai des amis qui font ça, qui économisent toute l'année pour pouvoir se payer les belles vacances. Moi, je suis plutôt pour, non pas jouir tous les jours, mais pour, voilà, dépenser régulièrement l'argent qu'on gagne et pas le one shot, quoi. Ok. Bon, alors, la transition que j'ai envie de faire vers ce sujet du revenu universel, c'est moi, le regard que j'en ai, puisque je votais déjà en 2017 et que je me suis fortement intégrée, je me suis forcément intéressée, fortement intéressée à ce sujet en 2017. La question qui m'est venue en préparant cette interview, c'est à quel moment le revenu universel est arrivé dans ta vie ? Tu vois, à quel moment c'est devenu un sujet d'intérêt et tu t'es dit c'est suffisamment fort parce que honnêtement, c'était tellement pas dans le débat avant que tu l'amènes que forcément ça te touchait aux tripes, tu vois, ça te touchait au cœur. À quel moment tu as rencontré ce sujet et tu te dis je veux en faire un sujet national, je veux en faire un débat national et je pense même que ça peut être l'avenir de notre pays? Écoute, d'abord, ça procède, comme toujours, de transformation silencieuse au départ. C'est que j'étais, comme beaucoup de femmes et d'hommes de gauche, donc qui sont attachés à la redistribution des richesses, confrontés à une impasse. L'impasse, c'est quoi ? C'est que les solutions qu'on convoque habituellement pour redistribuer la richesse, qui sont liées à l'augmentation des salaires, l'augmentation du salaire différé à travers les retraites, le cas échéant la réduction du temps de travail, qui sont des formules qu'on imagine pour améliorer les conditions de vie des individus en lien avec l'augmentation de la richesse produite. Ces solutions-là, il apparaît qu'elles ne marchent plus, ou en tout cas elles ne fonctionnent plus, en tout cas à une échelle suffisante pour avoir un impact universel et un impact collectif depuis maintenant 10, 20, 30 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une... Quand tu dis ça marche plus, c'est-à-dire on a une stabilité du nombre de gens qui sont considérés comme pauvres en France et que ça ne diminue pas, c'est ça en fait. Déjà, il y a pas d'action sur plutôt même du niveau de pauvreté, une polarisation des revenus en France, et que au milieu, entre ceux qui ne sont pas jugés pauvres et ceux qui sont très 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 riches, les perspectives de voir sa vie s'améliorer à la fois sur le plan financier, mais dans la liberté que permet un revenu, c'est-à-dire la liberté de choix, la possibilité de changer d'orientation à sa vie, donc de s'épanouir, de se former, que cette liberté, de passer un peu moins de temps au travail. Exactement, que cette liberté, me semblait-il, était rétrécie et que l'horizon à échéance duquel elle pourrait à nouveau s'agrandir semblait de plus en plus lointain. Et il m'est apparu que quand, dans le débat public, on voulait dire « Ok, par la fiscalité, on va avoir un impact sur votre pouvoir d'achat, sur vos revenus », d'abord, les gens n'y croyaient plus. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont cru en échange à la question du revenu universel, mais en tout cas qu'ils ne croyaient plus qu'une politique de gauche, classique, habituelle, allait changer le rapport de force entre le capital et le travail et conduire à une répartition des richesses qui soit plus favorable au travail. En plus, non seulement les gens n'y croient plus, mais objectivement, à la fois la mondialisation et la financiarisation de l'économie ont changé les données du rapport de force. Elles ont changé les données du rapport de force et quand on s'intéresse, c'est ce que j'ai essayé de faire en préparant ma candidature en 2017, quand on travaille sur le fond, on observe que, et c'est abondamment documenté, il y a indiscutablement aujourd'hui une perte du pouvoir des salariés dans la discussion et la négociation au moment où se noue ce compromis entre le capital et le travail, entre ce qui sera distribué au profit du rendement du capital investi, de l'actionnaire, en quelque sorte, je le fais grossièrement, et ce qui sera distribué en salaire supplémentaire ou en cotisation sociale, puisque les cotisations sociales patronales ou salariées sont du salaire différé, qu'on en profitera un jour ou l'autre, notamment quand on est à la retraite. Et il m'est apparu que nous étions dans une impasse. Et qu'il fallait déplacer le débat à la fois pour retrouver de l'efficacité dans la répartition des richesses, mais aussi de la crédibilité. Paradoxalement, d'ailleurs, c'est le sujet de la crédibilité
qui m'intéressait. C'est qu'il me semblait que nous n'étions plus crédibles sur des solutions classiques. Et on m'a dit, mais le revenu universel, ça n'est pas crédible. Alors après, on peut avoir un débat, crédible vis-à-vis de qui et vis-à-vis de quoi. Ça dépend. On va en parler. Et mon souci, c'était de retrouver de la crédibilité sur ce qui est la promesse centrale, ou qui devrait être la promesse centrale de la gauche, c'est-à-dire l'émancipation. Et l'émancipation, pour moi, c'est la possibilité pour une personne de se libérer d'entraves qui freinent son libre arbitre, freinent la possibilité pour elle de choisir sa vie, et en tout cas d'avoir même juste l'opportunité de choisir, le choix, quitte à ensuite faire le choix de ne rien changer, ce qui est en soi aussi une possibilité. Ce que tu dis, et moi, alors, ça me passionne déjà, c'est qu'en fait, toi tu te dis, il y a un contrat qui est rompu, et ça, tout le monde a fait le même constat, les gens n'ont plus confiance dans les promesses, les gens n'ont plus confiance dans les solutions, et ça ne marche pas. Donc, je vais proposer quelque chose qui est une vraie rupture, et on va aller creuser là-dedans, qui est pas juste une idée nouvelle, c'est une idée nouvelle, mais qui a pour but réellement de changer le système. C'est pas une nouvelle mesure, c'était changer le système. Ah oui, je te confirme. Oui, et ça, on va en parler, parce que je pense que le problème, c'est que peut-être tu as... J'ai même pas envie de parler de la campagne, mais peut-être que les gens enferment ce sujet dans... arrivent pas à comprendre que c'est un changement du système et veulent le faire rentrer dans le système actuel. Notamment quand on parle du financement, on arrive toujours à oui, mais avec ceci, avec cela. Non, en fait, il faut tout changer. C'est ça que vous... Alors, il faut changer beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire tout changer, mais ça suppose... c'est effectivement une transformation en profondeur, à la fois du rapport qu'on a au travail, de la façon dont la fiscalité est organisée, et plus généralement du rapport qu'on a au temps, puisque ça va libérer aussi du temps. Et moi, ce qui m'a intéressé dans le revenu universel, c'est que, pour commencer, il permettait de déplacer le débat sur la redistribution des richesses sur un terrain qui était totalement nouveau, qui est celui de la prédistribution des richesses. Est-ce qu'on considère que la richesse créée chaque année en France ne l'est qu'à raison du travail que l'on fait, comme producteur, ou est-ce qu'elle l'est pour partie associée, ou sous la forme d'une rente, au travail de ceux qui nous ont précédés. Or, on est capable en économie aujourd'hui, même si, après, je ne vais pas rentrer dans le détail sur la manière dont on peut compter cela, mais on est capable de dire aujourd'hui que la richesse que l'on crée, elle est ton travail, le mien, celui de millions de Français qui travaillent, mais elle est aussi, pour partie, une rente associée au génie, au travail, aux inventions, aux innovations de ceux qui nous ont précédés. Et la question que pose le revenu universel, qui est une première question, c'est, finalement, cette rente-là, estimons-la à 15% du PIB, admettons. Cette rente-là n'est-il pas justifiée au motif qu'elle est notre héritage à tous, le travail de ceux qui sont passés avant nous, n'est-il pas légitime qu'elle soit divisée en autant de citoyens qui naissent et qui vivent sur un territoire donné, en l'occurrence la France. Et c'est intéressant parce que ça pose, je ne suis pas le premier à avoir pensé ça, ça remonte à Thomas Paine, on va y revenir peut-être, mais ça pose le principe d'une prédistribution des richesses qui permettra à chacun de disposer finalement de sa part propre sous la forme d'une fraction égale pour tous de l'héritage qui nous a été laissé, et ensuite la redistribution classique des richesses liées à la production présente, elle se repose dans des termes habituels au sein de l'entreprise, au sein de négociations de branches, au sein d'une discussion au Parlement sur la question du montant du SMIC, du financement de la sécurité sociale, et, j'en passe, etc., etc. Mais là, on déplace le débat. Et en déplaçant le débat sur la question de la distribution des richesses, on le déplace sur beaucoup de choses. Parce que ça nous amène à dire, mais finalement, on aurait tous droit à un revenu, et certains diront, sans travailler. Mais en fait, c'est jamais sans travailler. Pourquoi ? Parce que c'est là que le débat, on va dire, culturel et philosophique s'ouvre, c'est que ça permet, et ce qui est un bon conceptuel qui est considérable, et qui est sans doute le plus difficile à réaliser collectivement, ça permet de changer la définition qu'on a du travail. Le travail n'est plus associé seulement à l'emploi. Et on conçoit là qu'on peut s'épanouir par le travail, dans l'emploi, parfois, pas toujours, mais aussi en dehors de l'emploi.
Et j'étais assez content d'ouvrir ce débat-là. Et je suis assez content surtout de voir qu'il a fait des petits, qu'il a continué à féconder les esprits avec des prises de position depuis le 2017 qui me semblent tout à fait cruciales pour faire avancer le sujet. Et c'est un des aspects qui cristallise. Je trouve que là, on rentre dans le débat de la morale, quasiment. Tu vois, parce que quand tu dis les gens vont recevoir de l'argent sans rien faire, en fait, quand tu ouvres cette boîte potentiellement, tout le monde va recevoir de l'argent. Le revenu universel, c'est une allocation versée à tout individu, sans condition. Et là, individuel, tout à fait. Et là, tu as le truc... Donc, on va donner de l'argent à des gens qui font rien. Et là, tu as et je sais que tu viens de dire, je suis heureux de la qualité du débat qui a suivi. Et il y a eu des débats d'une extrême qualité sur ce sujet-là. Et puis, moi, je trouve que ça s'est aussi heurté à la morale est-ce que vraiment on a envie de... payer les gens à rien faire, parce que c'est ce que t'as dû entendre ça des tas et des tas de fois. On va payer les gens à rien faire, on va inciter les gens à ne plus travailler, comment on va vivre dans un monde où plus personne ne veut travailler, etc. Alors que la réalité, si on regarde, c'est aussi... déjà, il y a le travail non rémunéré, et j'en parle beaucoup dans ce podcast, et d'autres le font encore mieux que moi, mais le travail domestique, par exemple, des femmes, des hommes, des grands-parents, de tous les gens qui contribuent à la société. Donc, il y a ce travail domestique-là, il y a les étudiants. Le bénévolat. Il y a les artistes qui ne vivent pas forcément très bien leur métier. Et tous les gens, globalement, qui font un métier utile. Je pense aux agriculteurs aussi. Je pense aux artisans, à certains commerçants qui ont des métiers ou qui, malheureusement, ont du mal à joindre les deux bouts avec ce qu'ils font. Le travail non rémunéré, c'est aussi tout ce que vous faites pour vous acheter un billet de train sur Internet. Alors, c'est quelques clics, mais qui, avec le support d'une application, mais qui était auparavant un travail rémunéré, qui était celui d'un employé à un guichet. Et en fait, on ne se rend pas compte aujourd'hui qu'il y a un travail gratuit que l'on réalise. Alors, on le voit, nous, comme un gain de temps et finalement une agilité supplémentaire pour pouvoir avoir accès à un service. Mais qu'on comprenne bien que le génie de ce type de formule, c'est de faire supporter aux consommateurs une partie du travail qui auparavant était fait par un salarié. C'est valable dans une grande surface, c'est valable dans un guichet de poste, c'est valable dans un guichet de la SNCF ou d'autres services bancaires et que sais-je encore. Et c'est donc en réalité, dès qu'on a une discussion de 5 minutes avec quelqu'un, on se rend compte que on travaille souvent en dehors de son travail. Et pour revenir à ta remarque initiale, sur le fait que le revenu universel installerait une forme d'incitation à l'oisiveté, cette remarque, elle m'est revenue souvent. Et elle m'est revenue souvent de la part de ceux qui, notamment, seraient les premiers bénéficiaires du revenu universel par l'impact que ça aurait sur leur pouvoir d'achat. Je pense aux personnes les plus modestes, qui travaillent, veulent un emploi et vivent parfois comme indus, illégitimes, que tombe sur leur compte en banque ou ce qu'ils estiment être le compte en banque du voisin qui travaille moins qu'eux, un chèque de 750 € tous les mois qui ne correspondrait pas à un travail. Et c'est cette bataille culturelle qu'il va falloir mener. Et alors, un mot quand même sur le fait que là, on part de loin. Parce qu'en fait, j'ai essayé brièvement de refaire un petit peu l'histoire de la valeur travail dans le livre que j'ai consacré au revenu universel. Mais indiscutablement, il y a une rupture qui est marquée par le christianisme sur cette question du rapport à l'activité productrice et au travail qui montre une césure entre le monde antique, la Grèce, même la Rome antique, et l'ère du christianisme. L'ère du christianisme sur la place qu'occupe hiérarchiquement dans nos valeurs, la place qu'occupe le travail. Alors, dans l'Antiquité, il y avait les esclaves, ce qui fait que ça libérait ceux qui écrivaient la philosophie de l'époque de ce travail productif, en partie. Mais c'est intéressant de voir que la valeur qui était la valeur qui primait, c'était ce qu'on appelait la scolée, ou le scolé, peu importe, c'est-à-dire le loisir, l'amitié, le temps de
la réflexion, de la pensée, de la sagesse, quand le travail était appelé la scholia, ce qui n'est pas justement du loisir créatif, de l'émancipation, et qui était un temps occupé justement à produire, et un temps occupé où finalement l'esprit est en berne, en croix, où la réflexion... On ne te voit pas, mais tu fais ce geste un peu comme un scaphandre autour de la tête, d'être... Donc on est occupé, on ne pense plus qu'à produire, et donc finalement on abandonne son rapport au monde. Et avec le christianisme, le travail devient une manière d'honorer Dieu. Et c'est la grande rupture, parce que assez progressivement, siècle après siècle, celui qui ne travaille pas va être jugé comme un oisif, et un oisif, c'est celui qui a davantage écouté sur son épaule gauche ou droite son mauvais génie, le diable, que celui qui l'invite à travailler pour à la fois servir Dieu et être utile. Et c'est intéressant de voir comment au Moyen-Âge, l'Église fait une différence entre le vagabond et celui qui est incapable à ses yeux de travailler, qui a le droit à l'aumône. Le vagabond, lui, étant sujet à tous les reproches et légitime à être puni. Et va s'installer comme ça une dénonciation de l'oisiveté, comme la volonté de ne pas travailler, de ne pas servir Dieu et de ne pas être utile à la collectivité, va s'installer cette empreinte négative, cette stigmatisation du non-travail qui nous poursuit encore jusqu'à maintenant. Mais oui, j'allais dire, aujourd'hui on a encore cette association avec l'effort qui génère du mérite et donc qui doit être récompensé aussi par ce salaire. C'est-à-dire, on accepte le travailleur qui gagne bien sa vie, on accepte éventuellement l'entrepreneur qui gagne bien sa vie parce qu'il a pris un certain risque, etc. Mais alors, l'héritier, le rentier, le patron qui, lui, n'a pas pris le risque de créer l'entreprise, mais qui est rémunéré de façon considérée comme souvent indécente, il y a vraiment une différence. Il y a celui qui travaille ou qui a travaillé pour, et puis il y a celui pour qui c'est un peu tombé du ciel. Le gagnant en loto, je t'en parle même pas. Mais c'est d'où vient l'argent. Et si elle vient pas d'une source qui est jugée socialement comme méritante ou associée à un quelconque effort ou éventuellement à une prise de risque, ça n'a pas de valeur, ça n'est pas valable. C'est exactement cela. Et d'ailleurs, pour revenir à notre histoire et à notre culture commune, là encore, le christianisme joue un rôle important. La devise de l'ordre de Saint-Benoît, c'est « ora et labora », la prière et le travail. C'est comme ça qu'un moine, finalement, s'enferme à la fois et sert Dieu, mais il prie et il travaille. Et en priant et en travaillant, il a toujours son esprit occupé à Dieu et surtout pas aux tentations que met sur le chemin de nos vies le diable. Et depuis, alors avec l'arrivée du protestantisme... Si tu travailles, tu ne seras... En fait, le travail t'éloigne du péché. Exactement, parce que tu as l'esprit occupé. Et quand on arrive à la société industrielle, avec tous les débats sur on passe de 7 jours de travail à 6 jours de travail, 5 jours de travail, moi je lisais ça dans les bouquins quand j'étais à l'école, on nous disait, effectivement, on voyait des affiches, des vieilles affiches qui disaient, les ouvriers vont aller voir les prostituées, vont aller passer leur temps à la taverne, etc. etc. Donc, si l'homme, au sens humain, non, l'homme ou la femme ne travaille pas, mais en l'occurrence à cette époque-là, c'était plus souvent l'homme, si l'homme ne travaille pas, il va forcément courir vers le péché, quoi. C'est... Exactement. Alors, fais un test quand même, c'est assez amusant à faire, c'est que on pense ça, mais quand on interroge, je l'ai fait 50 fois, une audience de 300, 500, 1000 personnes devant vous sur le revenu universel, et vous demandez qui d'entre vous arrêterait de travailler s'il avait 750 € par mois assurés. Vous avez 3-4 mains qui se lèvent, 5-6, en plus, donc quelques bravages qui ont envie de dire oui, moi. Mais la réalité, c'est que personne ne dit j'ai envie d'arrêter mon emploi. Donc, dans les faits, cette aspiration par le travail à être utile, à tirer du travail ou d'un emploi une estime personnelle
et à voir dans le regard des autres la reconnaissance de ce que vous faites, c'est une aspiration universelle. C'est qu'on a tous envie d'être reconnus pour ce qu'on produit, ce qu'on crée. Et pas simplement pour un mode de vie qui sera un mode de vie plus tranquille et simplement lié au bénéfice d'un revenu universel. Par ailleurs, quand des expérimentations ont eu lieu sur le revenu universel, il y en a eu plusieurs et elles sont toutes intéressantes. Et en tout cas, quand elles s'intéressent à la question des impacts sur l'emploi du revenu universel, on voit que ces impacts sont totalement marginaux. Et l'enquête qui avait été le plus loin, parce que elle était la plus longue dans la durée, sur un échantillon représentatif qui avait été fait dans les années 70 au Canada, montrait que sur la cessation d'activité, elle concernait principalement des femmes. Pourquoi ? Parce qu'en plus, là, et tu l'as dit, beaucoup de femmes étaient confrontées, elles, à la double journée de travail. On appelle d'ailleurs bien ça travail domestique et travail professionnel, et que certaines d'entre elles profitaient du revenu universel pour justement, mais dans des pourcentages faire qui étaient entre 5 et 6%. Donc cesser en partie leur activité. Donc c'est vraiment dans l'épaisseur du trait sur la cessation d'activité. Je te coupe parce que j'ai même lu en préparant cet entretien des études qui disent que quand on demande aux gens s'ils veulent arrêter de travailler, effectivement, ils te disent non, moi je pense que j'arrêterai pas de travailler. Par contre, ils te disent, alors, je sais pas si c'est majoritairement ou pas, les chiffres étaient pas clairs, mais si on leur demande s'ils pensent que les autres, arrêteraient de travailler, évidemment. Ils te disent oui, moi j'arrêterai pas de travailler, mais alors je suis sûre que tout le monde le ferait. Oui. Et on est dans ce truc de la défiance. Ouais, voilà, en fait, et c'est un autre sujet qui est passionnant dans le revenu universel, c'est notre rapport à la confiance en l'homme, en l'être humain, parce que on pourrait dire que notre système actuel finalement a un côté un peu infantilisant. C'est dis-moi combien tu gagnes exactement, dis-moi si tu rentres dans telle ou telle condition, réponds à mes questions et éventuellement je t'aiderai. Et là, on dit non, en fait, on va donner aux gens cette somme et ils en feront ce qu'ils veulent parce qu'on a confiance que les gens en feront des choses vertueuses, pas dans le sens de la morale, mais en tout cas bénéfiques pour eux. Et non, les gens n'y croient pas. Les gens se disent, moi, je vais en faire quelque chose de bien, mais les autres, ils vont tous aller au pute et à la taverne, entre guillemets, tu vois. Moi, je trouve ça passionnant. Oui, on est tous presque, entre 95 et 98% des gens disent, moi, je n'arrêterai pas. Par contre, mon tonton un peu bourré en fin de mariage, lui, je suis sûr qu'il arrêtera, parce que lui, il a toujours été un peu feignant, ou mon voisin. Et donc, on prête aux autres ce qu'on ne se prête pas à soi. Et c'est assez classique. C'est assez symptomatique d'une société dans laquelle la défiance a pris le dessus sur la confiance qu'on peut avoir, à la fois dans les institutions, mais surtout la confiance qu'on peut avoir à l'égard des autres, des étrangers, de celui qu'on ne connaît pas, et puis finalement même du voisin. Mais c'est justement le moment où il faut adresser des débats qui sont des débats qui, d'abord, nous permettent de poser ces questions-là sur la table, d'en discuter sereinement, tranquillement, et nous offrent des outils, des instruments pour inverser cette trajectoire à la défiance, qui est une trajectoire mortelle pour une société, parce que si on franchit étape après étape des crans supplémentaires dans la défiance, ça finira dans la violence. Donc moi je trouve que l'intérêt du revenu universel, effectivement, c'est qu'il nous permet d'interroger aussi notre rapport aux autres et au-delà de notre rapport à nous-mêmes à travers le temps qu'on veut consacrer à un emploi, la manière dont on repense l'articulation de différents temps de la vie, le temps de l'emploi, le temps personnel, le temps familial, le temps pour le bénévolat. Le bénévolat, on l'a dit, c'est aussi un travail. D'ailleurs, la comptabilité nationale fait un équivalent en ETP pour le bénévolat. C'est bien donc que c'est un travail. Et c'est une autre dimension du revenu universel, c'est la dimension de l'émancipation ou de la liberté, c'est-à-dire j'ai un revenu de base acquis, donc on discutera des montants un petit peu plus tard, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dessus, mais il y a une certaine somme, en tout cas, qui m'est acquise, et du coup, je gagne en liberté, notamment de choix. Je gagne en liberté de choix d'allocation de mon temps,
peut-être pour passer un temps partiel. Je gagne en liberté sur peut-être choisir mon activité parce que j'ai moins de contraintes qui pèsent sur moi pour remplir le frigo à la fin du mois, payer mon loyer et mon électricité. Et du coup, peut-être que je peux prendre le temps de me former ou de choisir un métier qui peut-être me plaît plus ou m'épanouit plus. Ça, c'est la dimension... ça me plaît. Et on revient à ce que tu disais au début sur le contexte, c'est-à-dire son analyse de la situation, c'était qu'on arrivait dans une société où les perspectives, même pour les gens qui étaient dans l'emploi, de pouvoir choisir, de réinverser le rapport de force avec le patronat, les employeurs, était pas foufou, quoi. C'est-à-dire qu'on subissait des métiers qui sont pas forcément utiles, qui sont pas forcément... Qui sont pénibles et pour lesquels on a plus le rapport de force est complètement à la défaveur du salarié. Alors oui, et en même temps, il faut tout de suite dire, c'est pas parce qu'on a la liberté de choix que les gens feront le choix qui nous semble à nous individuellement bon. C'est que on va permettre, ou le revenu universel permettra, que ce choix existe, que cette possibilité du choix existe. Moi, je reste farouchement un homme de gauche parce que je crois, ou je désire l'émancipation et que la possibilité de l'épanouissement existe. Et ce qu'offre le revenu universel, c'est cela, c'est le fait de ne plus être dépendant de votre seul salaire pour vivre. Aujourd'hui, ce serait un luxe pour des millions de personnes qui, pour s'assurer à eux-mêmes une vie décente, assurer à leurs enfants une vie décente et sans vacances, sans excès, sont obligés de prendre l'emploi qu'ils occupent et le salaire qui va avec. Même si ce salaire correspond pas à la réalité du travail qu'ils font, c'est-à-dire qu'il est bien inférieur à la création de richesse qui est associée à leur travail, même si donc ce salaire ne leur permet pas de vivre aussi bien qu'ils le voudraient, parfois même leur permet de pas vivre bien du tout, mais en tout cas ils le prennent parce qu'ils n'ont pas le choix. Le revenu universel, il dit, vous avez votre salaire plus 750 € tous les mois. Est-ce que de cette marge de manœuvre-là, vous allez faire l'opportunité, vous allez la saisir comme une opportunité de vous former ? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que vous allez saisir cette opportunité comme le moyen de créer votre activité comme auto-entrepreneur au départ, comme peut-être chef d'entreprise demain ? Peut-être, peut-être pas. Peut-être allez-vous utiliser cet argent à une épargne que vous n'aviez jamais constituée ou pas, à le dépenser beaucoup plus tous les mois ou pas. Mais c'est la possibilité du choix. Ce sur quoi je veux insister, c'est qu'il y a des millions de nos compatriotes qui n'ont absolument pas ce choix. Et peu importe la façon dont ils utiliseront cette liberté. Qui suis-je pour être juge de la manière dont ils l'utiliseront ? Moi, je ne le fais pas pour rentrer ensuite, c'est ce que je supporte pas d'ailleurs dans la critique du revenu universel, dans ce qui serait l'intimité des choix personnels d'un tel ou d'un tel. À celui qui me dit « oui, mais un tel va faire ça de son argent », je dis « ok, ouvrez-moi vos comptes ». Moi, je veux savoir ce que vous faites de votre argent. Comment vous l'utilisez, sur quel site internet, à faire quoi. Pas sur ce sujet. Non, mais à ce moment-là, pourquoi pas Oui, parce qu'on en revient à l'association que beaucoup de gens font et moi. Alors ça, pour le coup, c'est un sujet que j'ai ouvert la boîte de Pandore en créant ce podcast, en découvrant que ne rien avoir sur son compte en banque à la fin du mois, c'était pas l'apanage des gens qui gagnaient le SMIC et moins que le SMIC. Il y a des gens qui gagnent 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 € par mois, qui n'ont rien à la fin du mois. Parce qu'effectivement, la mauvaise gestion financière et tout un tas de choses, ça n'est pas l'apanage des gens les plus pauvres. Le problème, c'est que dans notre société, moi, je découvre l'ampleur de la pauvrophobie et de tout ce qu'on met comme imaginaire autour de la personne qui a peu de moyens, qui est là parce qu'elle est bête, parce que elle sait pas faire des bons choix, etc., etc. Donc il y a vraiment cette idée que le pauvre est pauvre parce qu'il sait pas se gérer, prendre des décisions, etc. Tu me vois là, je suis animée là, parce que
Donc évidemment que dans la société dans laquelle on vit, on te dit si on donne un peu de pouvoir aux pauvres, il va falloir contrôler ce qu'ils font parce que sinon ils vont aller au pute à la taverne et au PMU, etc. Et puis ils vont emmener leurs enfants au McDo et ils vont aller passer un week-end à Disneyland alors que ils payent même pas leur facture de chauffage. Tu vois, avec ce truc hyper paternaliste de il faut qu'on ait un droit de regard ou il faut qu'on puisse contrôler un peu, il faut qu'on protège les gens d'eux-mêmes. Et puis surtout les pauvres, parce qu'évidemment, les pauvres, ils savent pas se protéger d'eux-mêmes. Et il faut qu'on se protège d'eux aussi, derrière tout ça. Parce que le contrôle social de ceux qui sont pauvres, c'est aussi une manière de se protéger soi. Et parce qu'on craint ce que pourraient être ces fameuses classes dangereuses et leur potentiel de désordre dans nos propres vies. Mais tu as raison sur le fait que il y a cette idée qui est souvent fausse, que celui ou celle à qui on va donner 750 € parce qu'il n'a rien fera mauvais usage de son argent. Pourtant, il n'y a pas plus responsable avec un R majuscule que celui pour qui chaque euro dépensé va déterminer des conditions essentielles à sa vie. C'est-à-dire son toit, la nourriture la plus élémentaire qu'il aura, se chauffer, quelques vêtements, etc., etc. Et si, sans doute, il y a des progrès à faire dans toute la population sur la question de l'éducation financière et budgétaire, ce qui est certain, c'est que pour celles et ceux qui ont peu, ce sont surtout eux qui, souvent, savent compter le mieux. Parce que chaque euro qui rentre ou chaque euro qui sort a des conséquences sur leur vie qui sont évidemment beaucoup plus impactantes que le même euro pour une personne qui gagne 2, 3 ou 10 fois plus qu'eux. Donc là encore, effectivement, c'est toujours les mêmes valeurs ou la même morale qui est une mauvaise morale qui nous amène à regarder la pauvreté comme un foyer de désordre, un foyer de sottise, qui réunirait des personnes qui finalement ont raté tous les rendez-vous qu'on leur proposait pour réussir, et s'ils ont été mis en échec, quelque part, c'est sans doute de leur faute. Et indiscutablement, on trouvera toujours une part de responsabilité individuelle dans la situation d'un tel ou d'un tel. Mais bon, il est préférable, on sera tous d'accord, de naître avec des parents qui ont une situation financière solide, confortable ou à l'aise que de vivre naître dans une famille pauvre. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, ce que je crois qui est important et intéressant de dire, c'est que oui, ce que ce revenu universel apportera, c'est de permettre à des femmes et des hommes qui n'ont jamais eu de contact parfois avec la possibilité du choix, d'avoir un premier contact avec cette liberté-là. Le réflexe, c'est de dire qu'ils en feront mauvais usage. Moi, je pense radicalement le contraire. Mais surtout, le revenu universel, ça n'est pas un droit à la société de s'immiscer dans la liberté individuelle et dans le choix qui sera celui de chaque individu d'utiliser comme bon lui semble cette liberté qui lui est donnée. Il n'y a pas une contrepartie au revenu universel, d'ailleurs il n'y en a pas, c'est inconditionnel, il n'y a pas une contrepartie qui serait « oulala, mais attention, je vais quand même aller vérifier la façon dont vous allez faire usage de cette liberté ». C'est pas possible, sinon on le fait pour tout le monde. Tu dois connaître les travaux de Rutger Bregman. Oui, absolument. Sur cette question-là. Et la première fois que je suis tombée dessus, ça m'a... Waouh! Même moi, il ne faut pas se le cacher à un moment donné. Et je le dis souvent derrière le micro, mais j'avais plein de croyances limitantes, autant sur la pauvreté que sur la richesse d'ailleurs. Et donc, pour ceux qui ont envie de s'intéresser à ces travaux-là, Rutger Bregman avait à la fois fait une conférence TED et sorti un article avec ce titre provocateur « Pourquoi les pauvres prennent de si mauvaises décisions ?» Et du coup, il l'explique d'une manière, il est tombé sur une étude de gens qui ont mesuré le QI d'Indiens juste avant la récolte. Donc, il y a une récolte par an. Donc, juste après la récolte, ils sont riches comme Crésus. Et juste avant la récolte, effectivement, en général, ils sont assez pauvres. Et quand on mesure leur QI juste avant la paye de l'année, entre guillemets, il est sensiblement inférieur à juste après
après la paye de l'année. Et en fait, ils découvrent avec ce truc-là que quand tu mets les gens dans une situation où leur cerveau est entièrement tourné vers trouver des solutions de survie, pour payer ce qu'il y a à payer à la fin du mois. Ça diminue toutes les... Nous, ce scaphandre dont tu parlais tout à l'heure, en fait, ça enferme tellement qu'on en perd une certaine capacité à, effectivement, certaines capacités peut-être intellectuelles et qui nous amèneraient peut-être à faire prendre des moins bonnes décisions dans la vie. Donc, il y a des études, il y a des choses sur le sujet et il termine son TED Talk en disant ce truc magnifique, mais les gens ne sont pas pauvres parce qu'ils sont débiles mais les gens sont pauvres parce qu'ils n'ont pas d'argent, tout simplement. Et il y a des travaux aussi qui sont très intéressants d'Esther Duflo, qui avait partagé un Nobel d'économie, qui est franco-américaine, sur la question de la pauvreté, et qui arrive toujours à la même conclusion, c'est que celui qui est pauvre a besoin d'argent, celui qui est sans toit a besoin d'un toit, celui qui est nu a besoin de vêtements, et qu'il faut arrêter de vouloir contrôler la vie des pauvres au motif qui seraient incapables de vivre comme des êtres humains normaux. Et c'est absolument central, et c'est une des questions qu'adresse le revenu universel. Nous nous interrogeons aujourd'hui sur l'usage qu'on aurait les uns et les autres de cette liberté que nous offrirait le revenu universel. Mais moi, je prends cet exemple souvent. J'ai aucun doute sur le fait que aujourd'hui, des aides-soignantes en EHPAD qui sont payées au lance-pierre, on le découvre depuis les récents scandales, mais en 2017, au présidentiel, j'en parlais déjà. Certains ne le découvrent pas. Oui, voilà, et c'était un vieux sujet. C'est d'ailleurs ma conviction que le revenu universel serait utile, c'est fondé sur justement ces rencontres que j'avais faites avec des personnels d'EHPAD, ces femmes qui aujourd'hui ont l'impression d'être prisonnières de métiers dans lesquels elles deviennent indirectement maltraitantes parce qu'on leur demande de réduire le temps qu'elles passent avec leurs résidents, qu'on leur demande qu'elles sont jugées sur des critères de performance qui n'ont rien à voir avec la qualité du soin qu'elles veulent apporter aux personnes. Ces femmes-là qui vivent très mal aujourd'hui leur travail, avec le revenu universel, que cela changerait-il ? Ça changerait la possibilité d'avoir déjà à la fin du mois un meilleur revenu, mais de pouvoir peser auprès de leur employeur en disant de toute façon dans vos EHPAD vous aurez besoin de personnel. Nous n'avons pas d'autre choix que de prendre ces métiers-là au salaire que vous faites aujourd'hui parce que nous avons besoin de ce salaire-là. Mais si demain je ne suis plus dépendant de ce petit salaire, eh bien j'exigerai pour rester dans ce métier-là, j'exigerai de meilleures conditions de travail. J'exigerai qu'une part des bénéfices réalisés aille à l'amélioration des conditions de vie, voire des salaires dans ces entreprises-là. L'impact du revenu universel ne sera pas forcément, comme j'entends, une baisse des salaires dans certains secteurs au motif que les chefs d'entreprise se sentiraient déresponsabilisés de la nécessité de bien payer leurs salariés. Au contraire, dans tous les secteurs dans lesquels la main-d'œuvre est recherchée, le fait qu'on puisse être plus libre de dire « écoutez, moi, je veux prendre mon droit au temps partiel » ou alors, si vous ne me payez pas assez, je veux prendre le temps de faire autre chose et de me reformer et je quitte mon emploi, crée une tension cette fois-ci qui est inversée, c'est qu'une tension qui est une invitation à ce que les employeurs, cette fois-ci, proposent des bonnes conditions de travail, proposent des bons salaires, au risque de voir leurs employés choisir d'autres filières, choisir une réorientation professionnelle, parce qu'ils estimeraient que les conditions qui leur sont faites ne sont pas bonnes. Cette possibilité leur est offerte par le revenu universel. Donc il y a aussi quelque part, je le dis dans mon bouquin, une petite bombe démocratique dans la proposition du revenu universel, parce qu'elle invite au dialogue ou à un dialogue nouveau dans l'entreprise où soudainement le salarié, l'employé se voit doté d'un pouvoir qu'il n'avait pas auparavant, celui de négocier avec son employeur. Et les employeurs de France te diront moi je trouve que déjà ils ont beaucoup de leviers tu vois de nuisances, s'ils n'ont pas envie de travailler, on ne peut pas les licencier, les charges, dans des temps qui sont difficiles comme ça, où les autres charges, l'électricité, les matières premières augmentent, c'est chaud sur les salaires, etc. Donc, on est dans des équilibres tellement complexes, on est dans combien les consommateurs sont prêts à payer aussi, parce que
in fine, c'est si les salaires sont plus élevés, peut-être que les biens produits ou les services produits sont eux-mêmes plus coûteux. Et peut-être que, du coup... je vais en revenir en plus avec les questions d'inflation en ce moment qu'on ne connaissait plus depuis un petit moment, ça change la donne, mais les équilibres sont tellement en ce moment précaires, mais globaux, tu vois. C'est pas juste ok, je vais avoir un levier supplémentaire pour aller négocier avec mon patron, mais quel est l'impact au bout de la chaîne, et souvent il est difficile à mesurer. Et comme les expérimentations de revenu universel, pour avoir cherché, honnêtement j'étais surprise parce que je pensais qu'il y en avait eu plus. Je pensais qu'il y en avait eu des plus récentes et je pensais qu'il y en avait eu sur des plus longues périodes. Qu'est-ce que tu as trouvé que je complète? Non, mais tu vois, celle au Canada de 4 ans, ouais, de Dolphin, au Brésil, mais sur un petit village et sur un modèle particulier. Ah bah tu vois, celle-là, elle était pas dans mes radars. La Finlande a fait quelque chose, elle a interrompu, mais c'était avant le confinement. C'était une expérimentation sur des gens sans emploi. Voilà. Donc c'était un des biais, mais qui est intéressant parce qu'elle dit des choses sur l'impact du revenu universel sur la santé psychique, sur l'amélioration on va dire du bien-être des personnes concernées, mais elle échoue à démontrer, en l'occurrence l'étude en Finlande, que ça facilite de manière, on va dire, très significative le retour à l'emploi. En gros, il y a un petit plus. Donc il y a un mieux, mais qui n'est pas le bon que forcément les uns et les autres attendaient. Mais ce qui est assez intéressant, si les autres critères sont, est-ce que les gens ont moins travaillé? La réponse non. Un peu plus, peut-être pas comme on imaginait, mais quand même un peu plus. Et est-ce que ça a amélioré leur santé psychologique, santé mentale? La réponse est oui. Et là, très nettement oui. Donc, ça, dans toutes les études, il y a des bénéfices clairs sur la santé, notamment. Mais je veux revenir à ce que tu disais sur comment les chefs d'entreprise, tout ça, réagissent. Le revenu universel, il a fait émerger des alliances tout à fait improbables. Moi, imaginer que j'allais me retrouver sur le même bord ou la même rive que Zuckerberg, Elon Musk et Bill Gates à dire oui au revenu universel, à côté de gens qui étaient très à gauche et parfois de gens avec une culture, c'est pas seulement une culture entrepreneuriale, une culture libérale très forte, c'était assez étonnant. Se retrouver désormais sur la même rive que le pape François, qui lui pose une rupture assez historique avec la culture ou la doctrine de l'Église sur le travail, c'était aussi assez surprenant. Il y a aujourd'hui indiscutablement des transformations extrêmement profondes de notre environnement de travail liées à la révolution numérique et liées au réchauffement climatique qui nous imposent de repenser notre modèle de développement. Et ce que moi je reproche aujourd'hui aux autorités gouvernementales, ici comme ailleurs, c'est d'avoir abandonné ce rôle de stratège et d'essayer d'anticiper ce que vont être les impacts de la révolution numérique, notamment, et du réchauffement climatique. Ce sont, à mes yeux, les deux réalités indépassables, incontournables, qui sont présentes et devant nous, qui vraiment doivent nous inviter, nous ordonner presque, de repenser la question du travail, des revenus qu'on tire du travail et du financement de notre protection sociale. Parce que pourquoi est-ce que les chefs d'entreprise qui, les premiers ont pris position en faveur du revenu universel, l'ont fait, ils sont venus on va dire du secteur du numérique, en tout cas des grands acteurs des transformations numériques. Pas parce qu'ils voulaient baisser les salaires, peut-être qu'ils d'ailleurs n'ont pas de politique salariale exemplaire dans beaucoup de ces entreprises-là, mais ça, c'est en l'occurrence pas le sujet. C'est que la plupart disent ce que nous sommes en train de développer dans nos laboratoires, dans nos centres de R&D, ce sont des transformations numériques dont nous voyons que les impacts qu'elles auront sur le travail sont des impacts qui vont probablement rendre obsolète la fameuse équation de Schumpeter selon laquelle l'innovation crée plus d'emplois qu'elle n'en détruit. Ça, c'est une des équations sur laquelle se fondent
les cercles patronaux depuis des décennies, et qui dit, effectivement, ça a marché lors de la révolution industrielle. Là où je vais arriver avec une machine à tisser, je vais effectivement supprimer tant d'emplois d'artisans, mais derrière, je vais créer tant d'emplois d'ouvriers. Pourquoi ? Parce qu'on aura augmenté la production, on aura augmenté les rendements et on aura augmenté la rentabilité. Donc, l'innovation était pourvoyeuse de davantage d'emplois qu'elle n'en détruisait. La fameuse destruction créatrice. Aujourd'hui, avec la révolution numérique, et c'est abondamment documenté, on n'observe plus la validité de cette thèse. C'est qu'on est capable de voir que dans certains secteurs, les transformations sont si rapides et les innovations se succèdent à un tel rythme que finalement, la société n'est pas capable de s'adapter en termes d'offres de formation professionnelle et de réemploi des personnes qui ont perdu leur travail dans tel ou tel secteur. Moi je cite là encore de nombreuses études avec des chiffres qui sont parfois vertigineux sur le nombre d'emplois supprimés ou qui vont être transformés à échéance de 20 ans par ou à cause ou grâce, ça dépend, à la transformation, à la révolution digitale. Il y a certains secteurs où c'est chouette, il y a des emplois pénibles qui vont disparaître et que la machine fait disparaître. Mais la question c'est, la personne qui a perdu cet emploi-là, va-t-elle, elle, avoir une opportunité de trouver un meilleur emploi ou de s'épanouir et de s'émanciper parce que son emploi pénible aurait été supprimé ? Chouette, un emploi pénible a été supprimé, et que devient la personne ? Et ces questions-là, où sont-elles adressées ? Où discute-t-on de cela ? Eh bien, les chefs des grandes entreprises du numérique qui préparent ces transformations étaient les premiers à tirer la sonnette d'alarme en disant « Mais attention, il va se passer des transformations où nous vous disons, dans tel et tel secteur, nous aurons besoin de 2 fois, 5 fois, 10 fois moins de bras, de têtes, de cerveaux que nous en avions besoin aujourd'hui pour produire ce que nous produisons et ce dont nous avons besoin. » Donc, moi, je pense que la réflexion sur le revenu universel, elle est indissociable de cela. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on y pense dans une perspective vraiment émancipatrice. C'est ce que, en tout cas, j'essaye de faire et ce à quoi j'essaye de contribuer. Il n'empêche que, tu vois, je vois 2 limites. Mais je me fais un peu l'avocat du diable, je te le cache pas. La première, c'est dans la mesure où, moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'on ne pourra jamais supprimer tous les emplois pénibles, tu vois. Ne serait-ce que nettoyer. Que ce soit nettoyer des voitures, que ce soit nettoyer des bureaux, que ce soit... Enfin, voilà. Nettoyer une voiture, tu le fais déjà sans personne. L'extérieur. Ouais, c'est vrai. Mais l'intérieur... C'est ça le problème. Nos voitures sont toutes belles à l'extérieur et puis à l'intérieur. Donc, tu vois, en fait, on ne peut pas... Il y a besoin de ce travail-là. Et avec cette idée, tu vois, ça fait peur aux gens parce que si tu permets à tout le monde d'accéder, tu vois, de choisir, etc., mais on en revient à la confiance et... Est-ce que tout le monde va fuir ces emplois-là ? Non, il y aura probablement toujours des gens pour faire ces emplois-là. Mais il y a toujours ce truc de oui, mais voilà, c'est l'émancipation, mais encore pas pour tout le monde, parce qu'il faudra bien qu'il y ait des gens qui accèdent à ça. Et la deuxième chose, c'est que je me dis quand même que on est à partir du moment où on est dans un tel changement, tu vois, de cadre, de paradigme, nécessairement... On ne sait pas exactement, on construit pas à pas, tu vois, ça nécessite d'être construit pas à pas. On ne sait pas exactement quel sera l'impact de tout ça sur effectivement l'augmentation des services. Moi, je me dis, tu payes mieux les gens, donc du coup, l'entreprise produit plus cher. Donc du coup, ça crée les denrées, les biens sont vendus plus cher, ça crée une forme d'inflation. Finalement, le pouvoir d'achat, en fait, il va se neutraliser. Pas le pouvoir d'achat, le niveau de vie va se neutraliser à la fin. C'est vrai, parce que pour compenser 750 €, je suis d'accord avec toi. Donc j'ai bien compris que 750 €, c'était le chiffre que tu émettais. Il y a des gens qui visent plus bas, il y a des gens qui tapent un petit peu plus haut. Mais voilà. Mais ça, c'est à discuter, en fait. Ouais. Il n'est pas dit qu'au départ d'une réforme comme celle-là, ce soit immédiatement le montant cible qui soit adopté. Non, d'ailleurs, en 2017, tu avais proposé quelque chose de très progressif sur une quinzaine... En plusieurs étapes. Ouais. Mais là, j'ai revu, moi,
Ton projet. Mon scénario de 2017. Oui, parce que j'y ai repensé, j'ai regardé ce qui fonctionnait pas, bon, bref. Et encore maintenant, il y a plusieurs points d'interrogation, mais ça, c'est si tu veux, une autre discussion qu'on peut avoir sur comment on conduit une telle transformation. Parce que évidemment, les critiques à l'égard du revenu universel disent ah non, c'est pas possible, parce qu'imaginez, du jour au lendemain, voilà ce que ça représenterait en termes de déficit public. Bon, ce qui est totalement stupide, parce qu'on va pas créer un revenu universel à 750 € par jour du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Donc je le dis tout de suite. Au-delà de ça, c'est aussi le but du revenu universel il a aussi vocation à remplacer un certain nombre de dispositifs. Et puis on parlait des bénéfices, notamment par exemple que sur la santé. Il a aussi pour but de créer des conditions qui vont supprimer des dépenses qui aujourd'hui sont des dépenses liées à des métiers pénibles. Liées à des métiers pénibles, liées à tout un tas d'externalités coûteuses de la pauvreté notamment. Liées aux problèmes de santé qui naissent du travail, aux arrêts maladie, à des santé qui se dégradent très très vite et qui ont des coûts pour l'assurance maladie considérables juste après le travail. Bon bref, il y a évidemment toutes les économies que permettent le revenu universel parce qu'on gagne en qualité de vie et ce qui me paraît important. Je veux pointer deux petits sujets que ta réflexion m'invite à faire, ce qui est, je trouve, très intéressant dans ce que tu disais. D'abord sur l'effet inflationniste. Moi, je pense qu'il y a une inflation qui est souhaitable dans ce pays, c'est qu'on paye au juste prix ce qu'on achète. Aujourd'hui, acheter un t-shirt à 3 € chez Decathlon, il y a un problème. Au moment où on l'achète, d'ailleurs, on devrait se dire comment se fait-il que quelque chose qui vient de si loin, qui a probablement plus de 50% de marge ou de 60% de marge, je le paye si peu cher, soit que les gens qui le fabriquent sont payés avec un lance-pierre, soit que les produits qui sont utilisés sont très mauvais pour la planète, mais ça n'est pas le juste prix. Et je pense que il faut qu'on ait demain, dans nos habitudes de consommation, qu'on accepte de payer le juste prix d'une chose. Alors c'est quoi, selon moi, le juste prix ? C'est ce qui se rapproche le plus des principes du commerce équitable. Le principe du commerce équitable vous garantit que ce que vous allez acheter, eh bien, celui qui est le producteur initial de ce service ou de ce bien a un salaire décent, et un salaire décent qui lui permet d'avoir accès à l'éducation, au logement, à la santé. Bref, on garantit une sorte de panier minimum lié à ce revenu-là. De surcroît, l'idée est de réduire le nombre d'intermédiaires pour qu'on ne se retrouve pas avec un coût écologique et finalement un coût tout court parce qu'on multiplierait les intermédiaires du produit que je vais acheter en bout de course, qui soit excessif à la fin. Et donc, le juste prix, c'est ça. C'est accepter parfois de payer plus pour que chacun de ceux qui ont contribué à me porter ce bien dans mon panier ou dans mon caddie puissent vivre décemment de leur travail, comme moi j'aspire à y vivre décemment. C'est pour ça que le revenu universel doit être le bélier par lequel on remet en cause l'économie low cost. L'économie low cost, c'est cette économie qui entretient l'illusion de l'abondance pour tous. Je peux avoir autant de biens électroménagers, autant... Même avec un SMIC, je peux avoir... Sauf que j'accepte en contrepartie un modèle économique qui est déflagrateur sur le plan social et déflagrateur sur le plan écologique. Et donc, si on veut prendre une trajectoire qui est beaucoup plus vertueuse sur le plan écologique et beaucoup plus vertueuse sur le plan social, il faut accepter de payer le juste prix. Le juste prix, c'est ce qu'on aimerait d'ailleurs tous... comment dire, c'est probablement celui auquel on aimerait être rémunéré. On se rapproche dans un magasin bio où on va accepter de payer plus cher pour que ce soit moins... Les puristes te diraient, ça dépend quel magasin bio. Oui, ils ont raison, les puristes, là-dessus. Ils ont raison. Mais là encore, c'est la différence. Il faut avoir confiance en l'humanité, mais savoir qu'on ne va pas y arriver du jour au lendemain. Et donc, forcément, il y a ou un peu de triche parfois, ou des imperfections, ou des effets collatéraux qu'on n'avait pas anticipés. Mais en tout cas, moi, ça me paraît intéressant qu'on commence à payer le juste prix. Moi, j'ai été ministre de la Consommation pendant plus de 2 ans, en plus de l'économie sociale, et je voyais ça. L'affaire, on s'en souvient, de la viande de cheval, pourquoi est-ce qu'elle a existé ? Parce que une entreprise, en l'occurrence un intermédiaire, voulait quand même réaliser des marges sur le fait de pouvoir vendre de la viande à quelqu'un qui allait le transformer et vous
vous l'amenez en moussaka ou en hachis parmentier surgelé dans votre grande surface. Et pour pouvoir faire des marges, ils ont acheté du cheval moins cher sur le marché, ont mis une étiquette de bœuf à la place, et c'est comme ça qu'ils faisaient des marges, donc en trichant. Eh bien, quand vous payez si peu cher un produit de l'agroalimentaire ou un vêtement, c'est qu'il y a forcément un coût social et écologique invisible pour vous, mais réel pour celui qui le supporte en coût social ou pour le territoire sur le plan écologique qui va le vivre. Donc c'est l'économie low cost. Moi j'ai acquis définitivement la conviction que c'était une économie qui était plus déflagratrice qu'elle n'était avantageuse quand j'étais ministre de la Consommation. Donc le revenu universel permet de résoudre en partie cette question et ça me semble vraiment important de le dire. Et ensuite, vous avez évoqué les métiers pénibles. Ah, tu m'as vous voyez. Tu as évoqué les métiers pénibles. C'est moi, mais non. Et sur les métiers pénibles, il en restera toujours, parce qu'on peut aussi avoir des métiers pénibles sans que ce soit des métiers manuels. Aujourd'hui, beaucoup de burn-out ne sont pas dans des secteurs où les gens se tuent à la tâche. De bore-out. Mais ce sont dans des métiers de service. Donc, il faudra aussi, ça c'est encore un autre débat, reconnaître que toutes ces pathologies psychologiques liées au travail. Mais ce que je veux dire sur ces métiers pénibles, c'est que je vais insister sur une chose. C'est fascinant de voir à quel point la révolution digitale est en train de faire disparaître des métiers qu'on imaginait très éloignés de ces menaces qui pesaient sur le fait qu'une machine ou un robot remplace l'ouvrier de l'industrie automobile. Aujourd'hui, vous avez des services RH entièrement automatisés et robotisés, où votre recrutement est fait par de l'intelligence artificielle. Là, on incube chez Singa une technologie, comme quoi ça va très très vite, un entrepreneur qui a développé une technologie pour sécuriser les examens en ligne et s'assurer que celui qui fait son examen en ligne ne triche pas. J'ai à peu près compris vaguement comment ça marchait, mais c'est... Donc tu veux dire, quelqu'un fait son examen à distance lui en visio, en Zoom, okay. Et on peut s'assurer que... L'intelligence, en observant votre comportement, détermine si vous trichez ou pas. Il y a des capteurs j'imagine, de body language, etc., qui contribuent à cela, mais c'est suffisamment déjà fiable pour que cette technologie soit adoptée par des grandes écoles, des universités qui veulent s'adapter à la montée en puissance des examens en ligne, qui pour elles aussi la possibilité d'avoir davantage d'étudiants et surtout la possibilité de certifier que l'examen est fiable et qu'il ne fait l'objet d'aucune tricherie, ce qui paraît assez logique. Mais bon, c'est vertigineux. Le confinement qui a posé cette question-là des cours en ligne et des examens en ligne, c'était il y a 2 ans. Il y a déjà aujourd'hui des technologies qui nous amènent à imaginer que demain on puisse passer tous des examens avec un œil électronique qui garantit mieux qu'un surveillant de salle d'examen qu'on triche ou qu'on ne triche pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est vertigineux et qu'on n'arrêtera pas ce progrès-là ou cette innovation-là. Espérons qu'elle soit un progrès. Parce que toute innovation technologique ne conduit pas à un progrès. Et on le voit avec les développements des systèmes d'armes notamment. Ça paraît assez évident. Donc, il me semble aujourd'hui qu'on doit penser l'adaptation de la protection sociale, des outils d'épanouissement des individus et qui leur permettront de conserver leur libre arbitre à l'aune de ces transformations-là. Et pas avec des règles, une pensée, un cerveau qui s'est arrêté aux années 80. Or, les réfutations du revenu universel sont celles de cerveaux, la plupart du temps, qui se sont arrêtés aux années 80, me semble-t-il. Tu viens d'évoquer Simon 70. Bon, se sentir avisé qui veut. Oui, non, mais c'est pas toi. Non, je le produis pas pour moi, je te rassure. Tu parlais du confinement, tu m'offres une belle transition. Donc c'est vrai que suite à 2017, le sujet est un peu retombé. De mon point de vue, je ne suis pas omnisciente sur ce sujet.
Et c'est revenu, mais j'ai l'impression que les gens qui pensent ça, qui sont des défenseurs du revenu universel, et tu en fais partie, aussi profitent de moments opportuns pour remettre le sujet, le débat sur la table, ce qui me paraît tout à fait logique. Donc c'est revenu pendant le premier confinement. C'est revenu de toutes parts, parce qu'en plus, les défenseurs du revenu universel, c'est ça qu'il y a des écrivains, il y a des philosophes, il y a des hommes de gauche, comme tu disais, il y a des libéraux, il y a des économistes, c'est très pluriel. Je vais te dire, tu as 4 heures. Ouais, non. Revenu universel versus quoi qu'il en coûte. Est-ce qu'on peut faire une comparaison ? Moi, je m'y hasarde, mais tu vas me dire, parce que tu vois. Est-ce qu'on peut imaginer faire un scénario, de science-fiction ? Est-ce que le revenu universel aurait été une solution peut-être moins coûteuse, plus juste, plus efficace, ou tout autant efficace ? Comment est-ce que tu arrives à modéliser ce truc-là ? Bon, on peut trouver, alors le parallèle qu'on peut faire entre l'un et l'autre, c'est de se dire, à un moment, sans aller au boulot, on a été payé. On a reçu un revenu. Mais en réalité, on est là sur un phénomène transitoire où la puissance publique se substitue avec le quoi qu'il en coûte au secteur privé en garantissant que les personnes pourront continuer à être payées, et même si elles ne peuvent pas aller travailler sur leur lieu habituel de travail. Donc c'est la limite de la comparaison. Certains se sont dit, quoi qu'il en coûte, en fait, est-ce que c'est pas la première pierre du revenu universel ? Bon, ça montre une chose, c'est que sur une période transitoire comme celle-là, le Canada a développé un dispositif assez intéressant, plus proche du revenu universel pendant le temps du confinement. La Banque mondiale et le FMI avaient imaginé, en lien avec les objectifs du millénaire, un dispositif comparable de revenu universel qui serait là concentré sur les 3 milliards d'individus les plus pauvres et qui serait financé par une annulation de la dette, qui montre que en tout cas, la réflexion s'est aiguisée sur ces questions-là. Bon, le revenu universel est quand même très éloigné du quoi qu'il en coûte, parce que le quoi qu'il en coûte, c'est une mesure de soutien de la puissance publique par l'endettement au secteur économique le temps de la crise. Très conditionné. Oui. Là, on est loin de l'inconditionnel. Loin de l'inconditionnel. En l'occurrence, le revenu universel, fondamentalement, ce qui le différencie, c'est que tout le monde le perçoit. Il est universel et inconditionnel. C'est François Pinault de chez Kering aurait sur sa feuille de salaire un revenu universel comme celui qui est son premier employé le plus mal payé. C'est discuté d'ailleurs, parce que ça fait partie il y a des gens qui discutent les critères d'âge, il y a des gens qui discutent aussi, qui se disent on doit le proposer que à des gens qui gagnent moins qu'eux. En fait, il faut réfléchir différemment. Il faut imaginer qu'on n'est pas tous avec 0 €. En fait, François Pinault, il n'est pas né avec 0 € parce qu'il avait des parents qui en avaient beaucoup. Mais au moment où on est, indépendamment de nos parents, nous ne sommes riches de rien. Tous. Et tous égaux de ce point de vue-là. Là, on serait tous riches de cette fraction du PIB dont on considère qu'elle est liée à l'héritage de ceux qui nous ont précédés. Et c'est donc tous, on est avec 750 € par mois. En l'occurrence, de 0 à 18 ans, c'est 300. C'est pas exactement ça, mais et ce sera 750 à nos 18 ans. Donc, en fait, on élève le niveau de revenu de chaque individu. On démarre pas tous de 0, on démarre de 750. Et donc, c'est pareil pour tout le monde. La redistribution, ensuite, sur le reste de la richesse, elle démarre à 750. Ouais. C'est tout ce que cela change. Alors, 750, c'est le nouveau zéro. On va me dire, oui, mais pourquoi on ferait démarrer à 750 Monsieur Pinault, puisque lui, il va avoir beaucoup plus. Mais la redistribution qui va s'opérer sur ses revenus du patrimoine, comme ses revenus du travail, elle va être reconstruite à l'aune de ce qu'il est nécessaire de financer pour que tout le monde soit à 750 €. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, c'est marrant que chaque fois, on est obligé de refaire de la pédagogie là-dessus. La redistribution, elle se fait, et la justice sociale, elle se fait par la fiscalité. C'est la fiscalité qui est l'instrument de la justice. Et donc, si on décide tous qu'on fait démarrer la justice fiscale et sociale à partir de 750 €, c'est juste.
élever le seuil à partir duquel on déclenche les outils de progressivité et de redistribution. Alors vous allez me dire, oui mais 750 fois 60 millions, en l'occurrence c'est un peu moins parce que c'est en fonction des adultes, ça suppose qu'il y a un bloc de centaines de milliards d'euros supplémentaires à redistribuer. La réponse est oui, à pleine charge évidemment, au moment où on sera à pleine charge du revenu universel. Mais c'est le seul exercice qu'on ait à faire. Mais il n'y a pas de doute sur le fait que si Monsieur Pinault demain, Monsieur Arnaud, Madame Bettencourt, Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux reçoivent le revenu universel sur leur feuille de paye, ils paieront par les impôts de quoi financer des milliers d'autres de revenus universels pour d'autres. C'est le but un petit peu de l'opération, c'est aussi de repenser la fiscalité du travail, la fiscalité de l'impôt sur les revenus et la fiscalité du patrimoine, qui est alors là pour le coup une fiscalité absolument pas juste dans notre pays. Et quand on sait qu'il y a 11 000 milliards de patrimoine en France, ça laisse de quoi imaginer une redistribution des richesses beaucoup plus juste qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, c'est un petit effort conceptuel qu'il faut qu'on fasse, mais de la même manière, si on veut maintenant se dire que comme dans quelques pays, on priverait les riches d'un certain nombre de droits universels, ça veut donc dire qu'il faut que demain, la grippe de M. Pinault soit remboursée en fonction de ses revenus. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Quand M. Pinault va à la sécurité sociale et met sa carte vitale parce qu'il a été malade, il est remboursé de la même manière par la Sécu que vous. Et toutes les sociétés qui ont réservé les droits aux plus pauvres, ou les droits sociaux, sont des sociétés où il y a de pauvres droits. C'est pauvres droits, là où les droits sont réservés aux pauvres. C'est-à-dire que finalement, ils sont moins protecteurs. Pourquoi ? Parce que l'absence d'universalité d'un certain nombre de droits essentiels, comme le droit à être remboursé de sa grippe, fait chuter radicalement le consentement à l'impôt. Ceux qui sont les plus riches disent, mais attendez, en fait, moi, je n'ai sur la liste des 10 droits universels, je n'aurai le droit à rien. Ou je ne consens plus à l'impôt. Comme ceux qui sont les plus fortunés sont aussi souvent ceux qui ont beaucoup plus de pouvoir politique que ceux qui ont moins d'argent, assez rapidement, on voit l'impact de la chute du consentement à l'impôt sur les législations fiscales et sur la façon dont les parlements votent les baisses d'impôts. Donc, moi, je crois qu'il faut un haut niveau de fiscalité ou de redistribution pour assurer la justice. Et donc, il est crucial que le revenu universel, pour qu'il soit accepté, soit donc universel. Sans quoi, on fait autre chose, mais on ne pourra pas atteindre les objectifs ambitieux qui sont ceux du revenu universel en matière de liberté, d'épanouissement, d'émancipation et de justice sociale. Ce qu'on se dit, est-ce que c'est assez clair, ça ? Oui, mais je voudrais aller dans la fiscalité. Donc, on peut parler fiscalité ici parce que j'en parle régulièrement et mes auditeurs sont un peu familiers de ce sujet avec plus ou moins d'aisance. Mais c'est un sujet quand même dont je vais y aller à pleine balle. Ta proposition sur la fiscalité, c'est quoi ? Parce que spontanément, on se dit « Ah, donc, super !» Donc en fait, il veut taxer beaucoup plus les pinots et les gens. Oh, allez, on va taxer les plus riches pour donner à tout le monde. Pas aux plus pauvres, c'est pas Robin des Bois. Non, mais je voulais rassurer sur ce point que eux seront forcément beaucoup plus. Mais de toute façon, ça suffira pas. C'est pas en prenant aux très 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 riches, aux ultra riches, qu'on finance un revenu universel. Ça suffit pas. C'est quoi ta vision du changement fiscal, de l'ampleur du changement fiscal à mettre en œuvre ? Est-ce que c'est et là, je rejoins peut-être plus des propositions qu'avait fait... peut-être que tu les as fait, Benoît, mais avait fait Mélenchon en 2017, où il était pour, de mémoire, 14 tranches d'impôts, quelque chose de beaucoup plus progressif, etc. Est-ce que toi, c'est des propositions auxquelles tu adhères, auxquelles ta vision de la façon dont on doit revoir la fiscalité en France pour qu'elle soit compatible avec ce revenu universel ? Alors, il y a... je suis favorable à la progressivité et je suis favorable à l'augmentation du nombre de tranches dans l'impôt sur le revenu. Oui, et de ce point de vue-là, j'ai un point d'accord avec Mélenchon. Après, tout se discute, c'est de la technique sur le nombre de tranches.
pour que les effets de seuil soient pas trop violents, pour que ce soit véritablement juste et qu'on se retrouve pas avec des situations aberrantes, comme parfois ça peut arriver quand on a un modèle théorique qui fonctionne bien, mais qu'on n'a absolument pas vu ou regardé ce que pouvaient être les effets collatéraux pour telle ou telle catégorie de la population, surtout quand on change de tranche. Donc oui à la progressivité. Plus il y a de tranches, moins il y a d'effets d'ailleurs de seuil, hein, puisque là c'est plus doux de passer d'une tranche à une autre. Donc ça oui. Mais je suis aussi pour la progressivité de l'impôt sur le patrimoine. On avait travaillé avec Thomas Piketty, qui était l'économiste et qui avait travaillé avec moi. On avait quand même une belle équipe en 2017, sérieusement. Bon, bref. Non, mais c'est ça qui est. Je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un aussi que j'aimerais recevoir sur le podcast, mais il faut que je lise ses travaux avant que je m'en imprègne et je me prépare psychologiquement. Mais je te passerai son 06 après, si tu veux. Yes. Avec Thomas, on avait travaillé sur aussi la fiscalité du patrimoine. Et Thomas a une expérience considérable. Il a fait quand même parmi les ouvrages les plus lus, les sommes les plus lues sur la question des inégalités dans le monde en matière sur justement pour essayer de penser des solutions de réduction des inégalités, notamment des inégalités de patrimoine. Et ce que pointe Thomas, c'est que c'est dans ce domaine-là qu'aujourd'hui on est le plus en retard et sur lequel on pourrait introduire des notions de progressivité et de prise en compte du patrimoine qui soient des prises en compte proches de la réalité vécue par les Français. Je m'explique. Aujourd'hui, un des impôts sur le patrimoine qu'on connaît le plus, c'est la taxe foncière. Il n'y a rien de plus injuste que la taxe foncière, parce qu'elle prend en compte non pas votre patrimoine net, mais votre patrimoine brut. Si aujourd'hui, chère Delphine, tu t'endettes pour acquérir tel bien immobilier et tu es propriétaire théorique d'un appartement de 100 mètres carrés, mais que tu as eu 20% d'apport et que tu as emprunté pour 80%, tu vas payer la même taxe foncière que ton voisin qui, dans le même appart, a hérité de cet appartement. Est-ce que c'est juste ? Non. Parce qu'en réalité... Ou s'il a fini de le payer. Oui, voilà. Oui. Mais en réalité, tu n'es propriétaire, toi, que de 20% de ton appartement. Exactement. Et donc, la question, c'est est-ce l'assiette des prélèvements sur le patrimoine, c'est le capital net ou est-ce que c'est le capital brut ? Eh bien, moi, je considère là, et ça me semble évident, qu'il faut non seulement prendre le patrimoine net, mais en plus introduire de la progressivité, évidemment, dans les prélèvements qui sont opérés, selon que je sois propriétaire d'un appartement qui vaut 200 000 euros, je sais pas où, en Normandie, ou d'un manoir, plus un yacht, plus etc., et qui me donne un gros capital et un gros patrimoine. Tu veux dire qu'il y a le bien en lui-même, mais c'est aussi pondéré par le montant total de ton... C'est évalué en fonction du montant total de ton patrimoine. Parce que là, si je te suis, effectivement, de fait, comme la plupart des gens, en tout cas, utilisent le levier bancaire pour s'enrichir et emprunter, de fait, ça ferait une chute monumentale des revenus, pas des revenus fonciers, pardon, mais de la taxe foncière. Parce que si on paye sur le patrimoine net, ce qui, moi, je trouverais une excellente idée. C'est une idée brillante, Benoît. C'était dans mon programme. Ça là, j'étais passée à côté, mais alors au niveau fiscalité à l'époque, j'y étais pas, mais alors pas du tout. Oui, non, mais alors vraiment là. Ça veut dire que tu fais aussi des tranches. Ça veut dire que tu ne restes pas aujourd'hui de la fiscalité du patrimoine, tu n'as quasiment plus rien, à part les successions, la taxe foncière, l'impôt sur la fortune, ça a disparu. Donc il est nécessaire de créer. Sur la propriété de la résidence principale et des résidences secondaires. Absolument. Après, le locatif. Ouais, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu as au regard du stock de patrimoine des Français, on a une fiscalité cosmétique sur le patrimoine et qui n'est pas juste. Donc, je pense qu'il faut appliquer des principes de progressivité sur la fiscalité du patrimoine, quitte à alléger d'ailleurs les prélèvements sur les revenus. Et ça, c'est une discussion et qui doivent être qui devrait être pour partie affectée au financement, dans mon optique, du revenu universel. Mais ça suffira pas. C'est pour ça qu'on avait, nous, imaginé aussi le principe de la fameuse taxe sur les robots, qui avait beaucoup discuté à l'époque, qui était simplement de dire, ce qui est une vieille proposition, que l'assiette des cotisations sociales patronales ne devait plus reposer sur le nombre de salariés qu'on a dans une entreprise, mais sur le chiffre d'affaires qu'on réalise. Pourquoi ? Parce que, à l'évidence, quand vous remplacez 50 personnes par 50 robots, vous allez économiser des salaires et des cotisations sociales, et pour autant, vous n'allez pas cesser de gagner de l'argent. Eh bien, il est logique, si demain, je vais prendre deux concurrents de la grande distribution, j'ai une entreprise X
qui fait 1 million de chiffre d'affaires avec des hôtesses de caisse, des hôtes de caisse, des gens qui travaillent, et une autre entreprise X qui n'a que des robots et des caisses automatiques à côté, elles font le même chiffre d'affaires, il y en a une qui ne paye ni salaire ni cotisation sociale qui viennent financer les retraites et les mécanismes de solidarité, et l'autre qui en paye. Eh bien, moi, je pense que demain, les cotisations sociales qui viennent financer nos mécanismes collectifs de solidarité doivent être assis sur, non pas le nombre de salariés qu'on a, mais le chiffre d'affaires que l'on réalise. Ce serait beaucoup plus juste, et ce serait une manière... Alors moi, j'ai appelé ça taxe sur les robots parce que c'était mieux marketé. Moi, je sais pas, moi je trouve ça fait old school, mais bon, c'était pas... Mais old school parce que... Non, parce que pour moi, le robot, c'est vraiment ce que font les Japonais et les Nord-Coréens, les Sud-Coréens, les petits robots qui parlent, etc. Oui, non, mais en fait, le robot, c'est l'intelligence artificielle. Voilà, mais moi, c'est mon imaginaire du robot, je trouve ça oui, bon, voilà, peut-être qu'on s'est trompé. D'ailleurs, parfois, on se gourre sur la manière dont on vend les choses. Et c'est vrai que les débats qu'on a eus... valide plutôt ta thèse, que finalement la formule a pris le dessus sur ce qu'on voulait faire et ce qu'on voulait dire. Parce que quand on expliquait, tout le monde était d'accord. Mais au début, tout le monde pensait que j'allais courir après le moindre distributeur automatique de billets pour lui demander de payer ses impôts. Mais bon, c'est pas ça. Donc là, on est rentré à pieds joints dans le financement. Donc, il y aurait une possibilité de financement par la fiscalité, donc revoir un certain nombre de choses. Une possibilité de financement sur la simplification. Les coûts sociaux évités. Alors après, il faut être très honnête sur la question du financement. On ne sait pas financer à fiscalité constante le revenu universel aujourd'hui. Absolument impossible. D'ailleurs, moi je me suis échiné à le dire, et pas davantage qu'on aurait été capable en 1945 de financer la Sécu telle qu'elle est devenue. C'était impossible. D'ailleurs, c'est très intéressant. En préparant mon livre sur le revenu universel, je me suis plongé dans les débats au Parlement après la création de la sécurité sociale, et qui s'inquiétaient du fait que très rapidement la sécurité sociale pesait pour 10% de points de PIB ou de richesse créée, en tout cas sur la part de la richesse qu'on consacrait à la solidarité nationale. On n'avait pas de familiarité avec ces indicateurs-là à l'époque, mais très vite, c'est vrai que la Sécu, en tout cas quand on remonte à l'histoire de la Sécu, a pesé pour l'équivalent de 10 points de PIB. Donc on a à peu près toujours les mêmes débats. Mais si on regardait aujourd'hui, on serait arrivé à 30%. Et on se dirait, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette folie ? La réalité du revenu universel, c'est qu'en fait, on peut aussi le voir comme un nouvel étage de la sécurité sociale. Mais un étage qui se construit à l'aune des besoins qui sont ceux de la population, 70 ans après la création de la sécurité sociale, et à une époque où le travail a changé, où l'économie s'est mondialisée, financiarisée, où les flux financiers ne sont plus du tout les mêmes, et où on est obligé d'adapter la protection sociale à la réalité, aux réalités économiques et aux réalités sociales de notre époque. On ne peut plus fonctionner selon l'organisation qui était celle de 1945. Eh bien, si on réfléchit comme ça, et qu'on intègre l'ingrédient crucial en politique, mais disparu du moyen et long terme. Je dis disparu parce que c'est très difficile aujourd'hui d'avoir une discussion. Moi, j'étais souvent interrogé sur, mais bon, quand c'était en 2017, mais en 2018, ça va donner quoi ? Mais en 2018, ça donnera quasiment rien. Et pourquoi ? Parce que le revenu universel montera en puissance progressivement, et deux, il devra faire l'objet d'une gouvernance, c'est-à-dire d'un pilotage, qui est un pilotage qui suppose de régulières conférences de consensus, et sur les modalités d'abord de fixation du montant du revenu universel, et surtout d'élargissement de la mesure. Moi, j'ai démarré en 2017 avec cette idée qu'il fallait finalement prendre une mesure universelle immédiatement, mais qui soit progressif, c'est-à-dire que le montant du revenu universel devenait dégressif plus vous gagnez de l'argent. Résultat, plus personne n'y a rien compris. Comme quoi, des fois on tâtonne quand on cherche des solutions techniques pour pouvoir mettre en œuvre la première étape. Moi là, je pense qu'il faut faire le revenu universel par tranche. Moi, je préconise désormais qu'on commence par les 18-25 ans, parce qu'ils sont ceux qui, on va dire, ils échappent à pas mal de choses aussi. Ouais, voilà, le maximum de précarité, travaillent quand ils sont dans leurs études, occupent des emplois qui pourraient être libérés s'ils avaient un revenu universel, et que ça fait sens aujourd'hui de commencer par les 18-25 ans. Dans une deuxième étape, de faire le fameux revenu universel mineur, c'est-à-dire de 0 à 18 ans, en remplaçant le système des allocations familiales par ce revenu universel. Aujourd'hui, on a d'ailleurs
cesser de mettre en place un système vraiment universel sur les allocations universelles dès lors qu'elles ont été mises sous condition de ressources. Et on a vu que ça provoquait des débats. Est-ce que c'était légitime ou pas? Il y avait ceux qui disaient c'est juste parce qu'une famille riche, qu'elle reçoive autant d'argent pour l'éducation de ses enfants qu'une famille pauvre, ça fait pas sens. Moi, je pense, là, qu'il faut remplacer ou revenir à une forme d'universalité des allocations familiales à travers un système qui dise le revenu universel pour les mineurs, donc à partir de la naissance, c'est 300 € par enfant, 200 € qui vont à la famille par enfant pour l'éducation des mômes, et 100 € qui sont immobilisés sur un compte à la Caisse des dépôts, comme ça existe déjà pour les enfants mineurs qui travaillent. Les enfants mineurs, ils sont tous mineurs. Attends. Est-ce que c'est de l'argent qui travaille ? Parce que ton 100 € qu'on te met à 0, à 18... Évidemment qu'il travaille, et il travaille pour rémunérer celui qui gère les comptes de ces personnes-là. On peut imaginer qu'il y a un petit rendement même dessus pour le bénéficiaire, mais déjà, sans travailler, ça t'assure à tes 18 ans un capital de plus de 20 000 €, qui est ce que moi j'appelais capital d'émancipation, qui permet... Oui, mais tu vois, là c'est la technicité, mais si tu prends, même pas les niveaux d'inflation de maintenant, mais même les niveaux d'inflation d'avant, sur 18 ans, en vrai, tes 100 € ils en valent quoi ? Je veux pas faire des calculs à la volée comme ça, mais ils en valent plus que 80 ou quelque chose comme ça. Sauf si tu as un rendement qui au moins suit l'inflation du capital qui a été géré par la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, la Caisse des dépôts, elle gère les comptes où de milliers d'enfants qui sont artistes ou ont travaillé pour ces raisons-là et qui vont disposer à leurs 18 ans de cette somme. Moi, j'ai une fille, par exemple, qui chante à l'opéra dans un chœur d'enfants et qui a gagné comme ça, 100 € par-ci, 50 par-là, et qui a un petit compte qui, à la Caisse des dépôts, lui permettra à ses 18 ans de bénéficier d'un petit peu d'argent. Bon, voilà, c'est normal. Mais l'idée, c'est que dès la naissance, vous ayez un compte à la Caisse des dépôts et donc vous soldiez le montant à vos 18 ans, et vous bénéficiez de ce capital d'émancipation. Et là encore, certains vont dire mais ils vont faire n'importe quoi, tous ces jeunes et tout, ou pas. Et la plupart du temps, pas du tout n'importe quoi. Oui. Ça servira à payer des études, le permis, mais même des expériences, un voyage, exactement, un tour du monde, un capital pour démarrer une boîte, un apport pour un logement. Donc ça règle beaucoup de sujets. Donc un capital d'émancipation. Je suis heureux d'ailleurs de voir que beaucoup de candidats ont commencé à reprendre cette idée. Alors Macron sous la forme d'un prêt, chasser le naturel et revient au galop. Hidalgo propose 5 000 €. Jadot propose un revenu citoyen pour les jeunes qui est un revenu universel pour les 18-25 ans. Mélenchon avance aussi sur ces questions-là. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais. Et c'est assez intéressant. Mais en tout cas, ce serait pour moi la deuxième étape. La troisième, qui est la plus importante, c'est celle de la généralisation. Et qui suppose là les réformes fiscales les plus importantes. Oui. Parce que les deux premières peuvent se faire sans qu'il y ait eu encore les grands chamboulements de notre fiscalité. La troisième est impossible sans, mais ce qui est intéressant, c'est que les deux premières laissent le temps de préparer la troisième. Et moi, je reste évidemment ouvert dans la discussion, et ça reste encore une question pour moi vraiment totalement ouverte, que je n'ai pas réglée, à la question de savoir, est-ce qu'on commence à 750 € tout de suite, ou est-ce qu'on commence à 400 ? Et que progressivement, on pense la montée en puissance du dispositif pour qu'il arrive à sa plénitude au bout d'une décennie ou de 15 ans. Mais ça suppose aussi de la constance des pouvoirs publics. Et donc on voit bien qu'il y a des limites à est-ce qu'il y aura des longues pauses parce que certains gouvernements ne seront pas favorables. Ce que je sais, c'est qu'une fois qu'on aura mis le pied dans la porte, il sera impossible de revenir en arrière. Il n'y aura pas de suppression du revenu universel. Moi, je crois que c'est une des plus belles idées majeures qui est émergée dans le débat public, et parce qu'elle est pensée sur un temps long. Et je pense que c'est aussi ton constat, c'est que le politique ne pense plus le temps long. La preuve, on te dit, et ça va donner quoi en 2018, et ça va donner quoi en 2022, etc. C'est la plus belle idée qui est émergée sur comment on va faire évoluer notre société, et on voit que ça pose des tas et des tas de questions. Non, mais vraiment. Là, par contre, je vais te poser une question, mais parce que je sais que... déjà, moi, je veux la réponse, et je sais que les auditeurs veulent la réponse. C'était pas une idée pour gagner.
Tu vois, pour moi, elle est avant-gardiste. Elle est trop disruptrice pour les... Elle a émergé dans un temps qui était trop court pour que ce soit une idée qui aille à la gagne et qui était inattendue. Le débat présidentiel, pour moi, on en parlait en off avant de commencer, il y a que sur des podcasts comme ça où tu peux parler 1h30 et aller en profondeur dans les choses. C'est-à-dire que sinon, il y a des écrits. Mais qui lit les écrits ? On va regarder ton intervention 20h, on va regarder, tu vois, ton truc, etc. Et pourtant, je pense vraiment... Moi, je les ai entendues, toutes ces idées-là, mais... Voilà, c'est parce que j'ai été particulièrement sensible au sujet peut-être, et d'autres l'ont entendu, je suis pas la seule et encore heureux. Mais, tu vois, j'ai envie de dire, Benoît, t'as pas joué la gagne. Est-ce que c'est grave et est-ce que au contraire, je trouve que ça t'honore ? Peut-être. Alors, bon, remettons-nous dans le contexte quand même. Quand moi je suis candidat aux primaires, on est dans la situation unique dans la Ve République où un président sortant abdique en quelque sorte. Exactement. Il abdique parce qu'il estime qu'il n'a aucune chance d'être réélu. Ce qui est d'effondrement des intentions de vote pour la gauche, et notamment pour la gauche socialiste, où on est dans déjà des perspectives de combat très difficiles pour atteindre le second tour. Au moment où moi je réfléchis à ma candidature, je réfléchis en ayant mûri, donc c'est ce qu'on disait au début de ton podcast, les conditions de la répartition des richesses, les moyens qu'on pouvait mettre en discussion pour réouvrir une perspective d'émancipation, d'épanouissement, et je mûris ce projet-là. Je suis candidat aux primaires avec l'idée que il est absolument indispensable que la gauche reparle des questions essentielles comme celle du travail, du revenu que l'on tire de son travail, de non-travail ou du non-emploi, du pouvoir des individus dans l'ordre économique, ce que donne le revenu universel, et hors de l'ordre économique. J'essaie de réfléchir comme ça. C'est-à-dire avoir un niveau d'exigence dans ce projet qui se traduise par des propositions qu'on va mettre en débat. Sur la fiscalité, qui est l'instrument numéro 1 de la redistribution, sur évidemment les conditions de vie avec le revenu universel, etc. Mais même, tu as des idées qui sont, moi, je trouve géniales. En fait, on a l'impression que tu arrives en disant, je sais pas si je vais gagner, peut-être, mais en tout cas, je veux qu'on discute de ces sujets et je veux forcer les autres à discuter de ces sujets. Voilà, mais tu vois, tu parles des perturbateurs endocriniens. Et là, on a gagné là-dessus. Tu parlais du burn-out. Enfin, j'ai refait l'histoire. Je me dis, mais c'est vrai qu'il parlait de tout ça. Tu parlais de la légalisation du cannabis, des visas humanitaires pour les réfugiés. Tu reparlais de la réduction du temps de travail alors que c'est devenu tabou. Tu vois, il y avait vraiment la volonté de faire émerger des idées. Oui, alors il y avait la volonté surtout de mettre en débat des solutions. C'était pas de faire émerger des idées pour faire émerger des idées. Ce qui était sûr, c'est que forcément on allait noter que les idées étaient nouvelles dans un parti politique qui n'en sortait plus beaucoup. Donc c'était pas très difficile d'apparaître très disrupteur par rapport à ce que était la proposition de la social-démocratie à l'époque. Ça, c'est indiscutable. Et d'ailleurs, mon grand regret, c'est qu'elle n'ait pas beaucoup travaillé entre-temps. C'est même assez stupéfiant en termes de recul. C'est qu'à cette élection, la social-démocratie amène moins d'idées qu'en 2017. Oui, je suis d'accord. Or, elle avait une voix. Bon, bref. Bon, peu importe. Ça, c'est pas, on va pas faire de politique. Et ce que je veux te dire, c'est que moi, j'avais conscience que la marche était haute et quel que serait le candidat ou la candidate, les chances de succès étaient faibles. Alors, après, on n'avait pas totalement anticipé la mâchoire dans laquelle on allait être finalement pris au piège entre Mélenchon et Macron. Et c'est sans doute, et là je prends ma part de responsabilité, c'est pas juste le bilan, le mauvais bilan de Hollande qui va fabriquer l'échec, c'est aussi probablement des erreurs stratégiques de campagne qu'on a faites nous-mêmes. C'est l'idée de faire supporter le poids de l'échec à celui qui n'a pas pu être candidat ou pas voulu ou n'a pas osé être candidat, ce serait excessif. Donc j'ai évidemment forcément ma part de responsabilité parce qu'il y avait un bulletin de vote Hamon aux élections. C'est pas un bulletin de vote Hollande, il y avait marqué Benoît Hamon dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il était essentiel que cette élection marque, quelle qu'en soit l'issue, le fait d'avoir fécondé le débat politique d'idées dont nous savions que forcément elles prendraient du temps
avant que les Français deviennent hospitaliers à ces idées, en quelque sorte. Parce que ça, c'est la fameuse thèse d'Antonio Gramsci sur l'hégémonie culturelle. Pour qu'une société adopte une proposition qui est la vôtre, qu'elle soit mise en œuvre, l'idéal, c'est qu'elle soit disponible pour cette idée. C'est qu'elle la partage par un long travail, qui est un long travail que font des corps intermédiaires, des organisations citoyennes sur la société pour la préparer à ces réformes. Travail qu'a fait l'extrême droite depuis une vingtaine d'années, qui amène la société française à être, par exemple, hospitalière à cette idée complètement débile du grand remplacement. Et pour autant, si cette idée trouve autant de partisans, c'est qu'il y a eu un travail patient, laborieux, minutieux sur les consciences politiques qui a été fait au préalable. Eh bien, nous devons faire sur le revenu universel ce que nous n'avons plus fait, ce travail qui vise l'hégémonie culturelle et qui amènera un jour nos compatriotes à juger que cette réforme n'est pas orthogonale avec leurs valeurs personnelles, notamment sur la question du travail. Et donc, quand j'ai construit ce programme, là, je vais vous dire, je ne crois pas l'avoir dit, mais c'est vrai qu'un jour, je suis arrivé devant l'équipe avec laquelle je préparais j'avais imaginé ma candidature et je leur ai dit, je vais défendre le revenu universel. Jamais on en avait parlé. Jamais. Et ils m'ont dit, quoi ? Mais c'est quoi ? De quoi tu parles ? Je suis sûre qu'il y a des tas de gens qui t'ont dit c'est un suicide. Non, personne m'a dit ça. Tout le monde s'est dit, mais de quoi ? Et j'ai des copains qui ont mis les 3 mois de la campagne des primaires à se convaincre et à s'approprier cela. Et en parlant nous, en voyant les meetings, en voyant qu'en fait, j'y arrivais pas de nulle part et que j'avais quand même beaucoup travaillé sur cette question, et qui sont devenus des avocats et des partisans du revenu universel, mais en cours de route, chemin faisant. J'ai des copains historiques qui m'ont dit c'est n'importe quoi. On n'y arrivera pas et qu'on choisit de soutenir Montebourg, par exemple, lors de la primaire à cette époque-là. Et même après, ils me disaient franchement, non, c'est trop, j'y crois pas. Donc je savais que en allant sur ce terrain-là, je l'ai perçu dans mes proches, j'allais totalement désorienter, déstabiliser des gens qui étaient matricés. Et en même temps, t'as gagné la primaire, quand même. Oui, avec le revenu universel. Oui. Et le fait est que, mais bon, ça c'était la phase qualificative. Il fallait gagner la suivante. Ouais. Mais donc. Non, mais moi, encore une fois, en fait, j'avais conscience que c'était très disrupteur, comme tu dis, ou déroutant. Mais moi, c'est avant-gardiste. Oui, en tout cas, la présidentielle, c'est un moment chaud où les gens ont leur intelligence et leur attention tournée vers ce que tu vas dire. C'est donc le moment où il faut leur parler. Ouais. Et si tu ne leur parles de ce qui, a priori, uniquement les sondages te disent qui est à la mode, ce que font certains candidats, à la fin, tu observeras que, ou quand tu agis, tu le fais en contradiction, voire même en opposition avec ce que tu as raconté dans les élections, ce qui ne me paraît pas très honorable pour la santé à court terme de notre démocratie, et pas très honorable du point de vue moral, ou alors tu fais rien. Et moi, je pense une élection, c'est un moment démocratique. Si tu respectes l'intelligence de tes concitoyens, même si cette intelligence est tournée contre toi, tu leur parles de ce que tu veux vraiment faire et de ce que ça suppose de certitude et ce que ça suppose d'incertitude. Et le revenu universel avait cette particularité d'être un projet dans lequel il y avait des questions sans réponse. Et à l'ère de l'infaillibilité d'un président de la République, ce qui n'est jamais infaillible, où on exige de toi que tu sois infaillible et que tu aies réponse à tout, le fait de dire « oui, mais attendez, là, la réponse, on va la trouver ensemble ». On se disait « mais qu'est-ce que c'est que ce type qui veut nos suffrages et qui n'a pas la réponse à tout, à la virgule près, intelligente parfois, mais aussi stupide, parfois, d'un journaliste économique qui va te dire, s'intéresser qu'au court terme et vaguement au long terme. Merci Benoît. J'ai une dernière question. Et c'est une question qui va nous sortir du revenu universel, puisque c'est la question que je pose à tous mes invités. Ouais. Si un jeune... Et tu vois, je vais la changer un petit peu par rapport à tes activités. Parce que, comme on le disait en tout début de cet entretien, donc tu es directeur général d'une ONG qui s'occupe des migrants et des réfugiés. Oui. Si tu croises l'un d'entre eux, homme, femme, peu importe son âge d'ailleurs, d'habitude je dis jeune, mais non. Est-ce que je croise un nouvel arrivant ou un jeune ?
un nouvel arrivant, donc réfugié ou migrant, et qui te dit Benoît, là j'ai 30 €. Qu'est-ce que je peux faire avec ces 30 € pour que ça ait le plus d'impact positif dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire avec 30 € pour que ça ait le plus d'impact dans ma vie, hein? Dans sa vie à lui, oui. Je lui conseillerais bien de garder ces 30 € dans sa poche et d'en faire l'usage qu'il voudra pour ou agrémenter modestement son quotidien. Et ma suggestion, ce sera de multiplier les occasions de se lier à d'autres. Pourquoi ? Parce que celui qui est en exil, ce qu'il laisse derrière lui, c'est du capital social. C'est des réseaux, c'est des amis, c'est des connaissances qui faisaient aussi une part de sa richesse. C'est-à-dire ce qui lui permettait ou lui avait permis de trouver un emploi, de prendre des initiatives, et qu'il n'a plus. Alourdi par le fait que, de surcroît, il ne maîtrise pas la langue, donc il n'a pas les ingrédients minimums pour se lier aux autres, et il n'a plus ce capital social dont on sait qu'il est crucial dans nos vies. Combien de opportunités que nous avons eues sont liées aux rencontres que nous avons faites. Nous, ce que nous faisons chez Singa, en fait, c'est pour ça que Singa, ça veut dire prêt en Bambara, c'est qu'on dit prêtez votre capital social à des gens qui n'en ont pas pour qu'ils puissent se le reconstituer et qu'ils puissent disposer de ce réseau de relations, d'amis, de liens. Donc moi, je lui dirais volontiers de moins se préoccuper de cet argent là, c'est très bien s'il a 30 €, s'il n'en a pas, et d'aller là où on lui proposera gratuitement, pour le coup, la possibilité de se constituer un capital social qui sera indispensable s'il veut demain se constituer un capital économique. Et voilà ce que je lui dirais, ce qu'on fait, nous. C'est-à-dire que quand on reçoit des personnes dans les locaux de Singa, en France, en Allemagne, dans les 7 pays dans lesquels on est, évidemment, on ne demande pas d'argent aux gens. S'ils ont besoin d'argent, on les oriente vers les structures qui peuvent les aider. Mais voilà, je n'aurais pas je ne sais pas si je réponds à ta question, mais de recommandations sur le meilleur impact qu'il pourrait donner à ces 30 €. Et à un jeune qui n'est pas réfugié, que tu croisais dans la rue. Qu'est-ce qu'il peut faire de ces 30 €? Ouais. S'acheter des livres. Non, mais c'est un peu facile ce que je dis. Non, mais alors, oui, je dirais... c'est à la fois pas facile et à la fois je veux que tu te mouilles et que tu me donnes 1 ou 2 titres. 1 ou 2 titres? Ouais. Ouais, mais bon, je veux dire des livres que moi j'aime bien. Donc, moi, je pense qu'il doit se choisir, qu'il faudrait qu'il se choisisse, s'il en a le goût, de toute façon des livres qui vont stimuler son intelligence. C'est-à-dire lui permettre, ou par la philosophie, ou par l'ouverture à une culture, à un art particulier, pouvoir s'ouvrir aux autres. Parce que exister, c'est être hors de soi étymologiquement. Et il n'y a pas d'existence dans l'humanité sans lien aux autres. D'ailleurs, on se reconnaît homme dans le regard des autres. C'est comme ça, on est un animal social et rien d'autre que cela. Et donc, ma recommandation, ce serait ça, c'est que, je dis ça, mais ça peut être aussi aller voir un film, aller voir une exposition. En fait, je l'inviterais à ce que ces 30 € soient utilisés à se lier. Parce que se lier, c'est prendre et donner. À chaque fois, même quand on est dans une relation un peu éloignée. Mais aujourd'hui, on a pris et donné tous les deux. On s'est liés. Et on se lie à ceux qui nous écoutent, probablement, même si c'est dans une relation un peu plus lointaine et qu'on sait qu'ils sont là et que peut-être qu'on on aura stimulé chez eux des réflexions, une envie de lire, une envie de se poser sur... une envie de rentrer dans la campagne. Oui, ou de s'acheter un hamac en se disant, oui, c'est vrai, peut-être qu'avec le revenu universel, je m'achèterais un hamac pour pouvoir lire des bouquins et fumer un pétard quand il sera légalisé. Et pourquoi pas, et comme on nous caricaturait parfois. Et why not, c'est aussi une manière de... Encore une autre idée avant-gardiste. Ouais, ou, à mon avis, il y en a déjà qui le font. Ça... Ah, qui le font, oui. Ouais. Mais la légalisation...
Ouais. Mais voilà, donc ces 30 €, je l'inviterais volontiers à faire ça. Ça peut aussi être, acheter un jeu vidéo, parce qu'il y a des jeux vidéo qui sont pas que des machines à abrutir les gens. On a des vraies œuvres d'art et des vraies performances artistiques. Donc voilà, ce qui l'ouvre et ce qui l'amène à se lier. Ça sera toujours 30 € bien utilisés. Merci Benoît. Merci Delphine. Si on veut, donc aujourd'hui, on peut te suivre sur Twitter ou sur Instagram, si on a envie de suivre tes activités. Je vais peut-être même avec Singa ouvrir un compte TikTok, vois-tu. Donc, waouh. Soyons fous. Ouais. Moi, je sais pas si je ferai des chorés, mais... L'appli est non seulement pas dans mon téléphone, je n'ai jamais ouvert cette appli. Je ne sais pas à quoi ressemble. Je la surveille par mes filles, moi. Tellement vieille. Oui, mais moi, j'ai pas ça. J'ai pas d'enfants ou d'ados dans mon entourage. Et voilà, c'est encore un peu nébuleux tout ça pour moi. Mais bon, en tout cas, merci d'avoir pris une pause dans ton agenda pour... Merci à toi. Pour cette discussion et que j'ai énormément de plaisir à proposer aux auditeurs. Et puis... à une prochaine fois. À bientôt. Salut. Merci à tous d'être allés jusqu'au bout de cet épisode. À mon sens, c'est pas important de savoir si vous êtes pour ou contre le revenu universel à ce stade, mais punaise, ça fait du bien d'avoir un vrai débat d'idées. Le revenu universel pose des questions fondamentales sur le devenir de notre société, le projet qu'on veut pour les êtres humains, égalité, liberté, valeur du travail, notre rôle personnel dans la société. Le débat est technique, philosophique, citoyen, économique et surtout il se heurte à notre morale, nos croyances, nos peurs et ça, je trouve ça passionnant. C'est un vrai débat, un débat complexe et non pas un débat réduit à peau de chagrin pour qu'il soit compréhensible par tous. C'est la complexité qui fait notre monde et c'est notre capacité à appréhender cette complexité qui fait la richesse de qui l'on est. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le à vos proches, partagez-le à vos communautés et n'oubliez pas d'aller le noter sur Apple Podcast ou sur Spotify, sur lesquels on peut désormais noter les podcasts. Et si vous avez envie de prolonger la discussion, rejoignez-moi sur le Podcast Club. On se réunit, moi et les membres du Podcast Club, 2 fois par mois pour discuter des sujets des épisodes. C'est sans engagement. Pour s'inscrire, allez directement sur richissime.net, rubrique Mes programmes, et vous vous laissez guider. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.